Bienvenue à Bistro Liberté, le débat libre et non conformiste. Au sommaire de cet épisode, y a-t-il un déclassement de la France ? Et en seconde partie, comment et par qui est exercé le pouvoir ? Pour en parler, l'invité spécial d'Éric Morillo est un pro de la rébellion. Lors de sa venue à Bistro Liberté, l'émission avait fait 500 000 vues. Il nous revient aujourd'hui pour présenter Coup d'État, son tout dernier livre. C'est un manuel destiné aux révolutionnaires qui veulent renverser la table du pouvoir de l'oligarchie mondialiste. Il dit de son livre « Il est courant et aisé d'appeler à l'insurrection. Il est habituel de céder aux provocations. Il est plus rare de réfléchir et d'organiser une révolution. » Le livre aurait pu s'appeler « Révolution : mode d'emploi » car il nous explique comment prendre le contrôle des préfectures, aéroports et autres lieux clés pour mener à bien une révolution. Avec Crépuscule et Abattre l'ennemi, c'est le 3e volume d'une trilogie anti-Macron. Ce ténor du barreau, ancien conseiller juridique de Julian Assange et avocat des Gilets jaunes, est parmi nous ce soir. Je vous demande d'accueillir Juan Branco. Bonsoir Juan. Toujours aussi populaire au sein de notre public. Hein. En tout cas, vous avez un privilège, j'espère que vous en avez conscience. Vous êtes le premier invité qui a l'honneur, l'immense honneur de revenir une seconde fois dans la même saison dans l'émission. On a considéré que la sortie de votre livre le méritait. En tout cas, on est ravis de vous retrouver. Donc, soyez le bienvenu, cher Juan Branco. Merci. Alors, vous connaissez la tradition de cette émission. Nous sommes entourés de ce qu'on nomme des sociétaires. Alors, tout d'abord, je vais vous demander d'applaudir votre voisine. Elle s'appelle Stella Kamgast, une ancienne grande gueule d'RMC. Ancienne d'RMC, mais toujours grande gueule. Sois la bienvenue, ma chère Stella. On est ravis de te retrouver. À tes côtés, un petit nouveau, il s'appelle, plutôt on va le nommer Maître Dylan Slama. Vous êtes avocat, on vous voit régulièrement sur CNews. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être sociétaire. C'est une première, en tout cas, on est ravis de vous recevoir. Et puis à mes côtés, je ne les présente plus. Ah, encore faire une blague. Non, aucun qualificatif. C'est vrai ? Tout d'abord, Mike Borowski de la chaîne Géopolitique Profonde. Tu sais que ça va devenir gênant parce que je crains que tu aies parfois plus d'applaudissements que l'invité. Donc, il va falloir qu'on gère. Et puis, à tes côtés, hein, content ? Ouais, vas-y, fais ton truc. Allez, Greg Tabilbian de la chaîne Super Grande TV. Voilà, donc, une émission ce soir, comme d'habitude, très chargée, mais tradition oblige, vous le savez, on commence cette émission avec un tête-à-tête où, chers amis sociétaires, vous n'aurez pas le droit de parler. Je sais que ça va être difficile, mais on va essayer en tout cas. Alors, cher Juan Branco, comme à notre habitude, on va commencer par un court tête-à-tête, donc je le disais, pour aborder donc votre actualité plus généralement, certains sujets que nous ne traiterons pas lors des 2 débats qui vont donc jalonner notre soirée. Alors tout d'abord, parlons de cette actualité littéraire. Vous avez publié un livre remarqué intitulé « Coup d'État ». Manuel insurrectionnel aux éditions Diable Vauvert. C'est la suite logique de vos précédents livres, et notamment de Crépuscule, Abattre l'ennemi et Lutte, c'est ça ? Oui. Et 13 pillards. Oui. Mais en fait, ça s'inscrit surtout après Crépuscule et Abattre l'ennemi. Crépuscule, c'est un effet de dévoilement sur le fonctionnement de notre système politique et comment, en fait, un certain nombre de puissances, notamment oligarchiques, réussissaient à construire des candidats et à tenter de façonner l'opinion pour orienter le vote. Donc, j'essayais de démasquer ça et je l'appliquais à l'émergence d'Emmanuel Macron, mais aussi d'un petit Macron qui s'appelle Gabriel Attal, qui fait beaucoup parler de lui ces derniers jours de par ses remarques pleines de sens et d'intelligence. Et ensuite, dans Abattre l'ennemi, j'avais, à partir du mouvement des Gilets jaunes et de l'engagement qu'on a mené collectivement, des propositions qui en sont nées, notamment le référendum d'initiative citoyenne, les mandats impératifs et révocatoires. J'ai essayé d'imaginer comment est-ce qu'en fait on pourrait concevoir un autre régime politique différent, une autre façon de gérer la société, y compris avec un plan de Paris où on changeait tous les lieux de pouvoir, où
sortaient les ministres de leurs hôtels particuliers pour les enfermer à école militaire pour que ça devienne un peu plus rigoureux. Toute une série comme ça, de dispositions comme ça, la création d'un défenseur du peuple, même d'un guignol de la République. Bon bref, une sorte d'utopie révolutionnaire, mais en même temps très pratique, avec notamment tout un aspect sur quelle instruction il faudrait donner aux administrations pour s'assurer que, par exemple, l'administration ne se retourne pas contre nous. Et entre ça, la création de tribunaux populaires, d'éventuellement de géoles. Alors on a hésité entre les îles Kerguelen ou la place de la Concorde pour justement ceux qui ont pillé ce pays ces dernières années, essayer de proposer une alternative à l'existant. Et maintenant, il manquait le comment. C'est bien beau d'essayer d'imaginer des nouveaux systèmes, comme on l'a fait pendant des mois, samedi après samedi, et dans les nombreux ronds-points où j'ai été amené à intervenir, à défendre beaucoup de gilets jaunes. Il y avait cet aspect, OK, comment est-ce qu'on provoque cette bascule, comment est-ce qu'on transforme cette utopie en réalité. Et c'est le propre de coup d'État qui est de se dire, OK, c'est très sympathique quand on est un jeune bourgeois comme moi, depuis le 6e arrondissement, d'appeler à la révolution, même de s'indigner, de constater que les choses ne fonctionnent pas. C'est déjà plus compliqué et conséquent d'essayer de proposer pratiquement des moyens d'arriver à cette fin et de prendre le risque, en fait, de éventuellement s'exposer aux appareils de pouvoir en essayant d'en pointer les fragilités. Et l'objectif de ce texte, c'est de montrer aux Français que le pouvoir est partout. Il ne s'agit pas de se concentrer devant l'Élysée, ce n'est pas nécessaire. Il y a des lieux de vulnérabilité sur l'ensemble du territoire et probablement que des lecteurs vont en trouver. J'en ai déjà eu qui m'ont dit « mais j'aurais jamais cru que près de chez moi, il y avait tel endroit qui permettrait le jour, et avec un peu de préparation, le jour où à nouveau on se retrouve avec un mouvement de type gilet jaune, en tout cas avec une sorte d'unanimité sociale quant au fait qu'il faut déposer le pouvoir actuel, de provoquer cette bascule. Alors justement, ce texte, vous le disiez, il se décompose en 3 parties. La première, donc, qui explique les raisons pour lesquelles une insurrection devrait avoir lieu. La seconde et la troisième qui expliquent comment y parvenir. D'abord, pourquoi une insurrection vous semble-t-elle nécessaire aujourd'hui ? Je pense que c'est vraiment la partie la moins intéressante. C'est-à-dire, c'est pas à moi de vous expliquer pourquoi, entre les difficultés économiques, l'indécence de ce pouvoir, la médiocrité abyssale de nos dirigeants, et plus largement l'effondrement, on va en parler, de notre pays, y compris à l'étranger et vis-à-vis de l'international, on est dans une situation critique pour beaucoup de Français qui ont du mal à se nourrir, à se loger, critique pour la société en tant qu'ensemble, avec, je sais pas, à Paris, un manque de vie extraordinaire, une sorte d'appauvrissement de notre rapport à l'autre, avec une violente crise, notamment qui engendre des crises, y compris dans le rapport au désir, dans le rapport à l'altérité entre hommes et femmes, et ainsi de suite. Et plus largement, une absence de rayonnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que génère la France ? Où sont les grands artistes, les grands écrivains, les grands peintres, les grands cinéastes, alors qu'on a été la capitale du monde. Donc il y a presque une question aussi de fierté par rapport à l'indécence dans laquelle on s'est effondré, de se dire non, attendez, là, on doit provoquer une bascule. Et c'est clairement pas avec le chemin institutionnel que j'étudie dans le texte, comme vous le disiez. Je regarde d'abord l'élection, j'essaie d'envisager si c'est jouable ou pas, de créer une forme de consensus par rapport à un certain nombre de réformes de base sur les questions d'éducation, de finances, de la pression impositive. J'essaie de montrer aussi comment, avec Crépuscule, comment le taux de prélèvement obligatoire qu'il y a sur les Français, mais aussi sur les entreprises, les PME notamment, est directement lié au pillage systématique qui se met en branle. Parce qu'il faut comprendre que les impôts, c'est quoi ? C'est en gros Paris qui récolte des ressources qui sont produites sur l'ensemble du territoire, qui les concentre et qui après les redistribue théoriquement, selon des choix qui ont été faits par une représentation démocratique, c'est-à-dire par les représentants du peuple, et donc en suivant les volontés du peuple. La réalité, c'est pour ça que les oligarques, et c'est pour ça que ce que Crépuscule décrivait est si important, c'est qu'il va y avoir des effets d'accaparement où des gens très avides vont essayer de s'assurer que cette concentration de ressources aille dans leur poche, vous voyez. Donc en fait, ils vont mettre tous leurs efforts pour corrompre ce que j'appelle le petit Paris, c'est-à-dire les élites représentatives, politiques, ainsi de suite, mais aussi médiatiques, pour s'assurer que les décisions qui seront prises serviront leurs intérêts et non l'intérêt du peuple. Et donc il y a toute une réflexion à mener pour essayer de s'émanciper de ça et du coup relâcher la tension que subissent les Français, à la fois d'un côté évidemment à cause de l'inflation, on pourrait en parler, mais de l'autre, tout simplement à cause aussi de cette pression bureaucratique, impositive et ainsi de suite, qui fait qu'il est devenu difficile de créer en France, de vivre et évidemment de grandir, quoi, tout simplement. Voilà. Alors, une fois n'est pas coutume dans cette émission, j'aimerais vous faire commenter une citation de Victor Hugo qui m'est revenue en lisant votre livre. Je vous la cite, c'était dans Les Misérables. Il écrivait ceci: « Il y a l'émeute et il y a l'insurrection, ce sont deux colères, l'une à tort, l'autre à droit. Dans les États démocratiques, il arrive quelquefois que la
fraction usurpe, alors le tout se lève et la nécessaire revendication de son droit peut aller jusqu'à la prise d'armes. La guerre du tout contre la fraction est insurrection, l'attaque de la fraction contre le tout est émeute selon que les Tuileries contiennent le roi ou contiennent la Convention. Elles sont justement ou injustement attaquées. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Déjà, je trouve ça presque merveilleux que ça vous ait évoqué ça, parce que la lecture des Misérables, qui est intervenue à l'heure que j'écrivais Crépuscule, et qui probablement a déclenché Crépuscule, a été cardinale, très tardive, vous voyez, j'avais 25-26 ans, c'est normalement un texte qu'on lit dans l'adolescence ou que l'école vous fait découvrir, mais bon, on sait à quel point elle s'est suscité le désir, cette institution, aujourd'hui. Vous faites cette distinction entre l'insurrection et l'émeute, Juan Branco ? Je ne sais pas si j'adhère à la dichotomie que crée Victor Hugo, parce qu'en fait, c'est une façon de dire il y a une émeute légitime devient une insurrection, selon Victor Hugo. C'est ça ce qu'il essaye de dire. Pour moi, c'est une querelle sémantique. Enfin, qu'importe, oui, on peut catégoriser les choses comme ça. En tout cas, ce qui est clair, c'est que je considère qu'aujourd'hui, on est dans un temps où la légitimité d'un renversement du pouvoir, elle est acquise. C'est ça la clé, on peut l'appeler comme on veut. Pour moi, une émeute, la différence qu'elle produit vis-à-vis d'une insurrection, c'est justement qu'elle n'est pas arrivée au bout. Ce que j'essaye de dire, avec ce texte notamment, j'ai réfléchi à... Pour moi, les Gilets jaunes ont été bien plus qu'une série d'émeutes, ça a été un vrai mouvement révolutionnaire, sauf qu'il n'a pas abouti. Pourquoi ? Parce qu'une révolution, pour aboutir, nécessairement, nécessite un coup d'État. Et c'est le paradoxe, en général, on oppose coup d'État et révolution. En fait, une révolution qui permet de prendre le pouvoir, elle est obligée d'en passer par un coup d'État, c'est-à-dire non seulement un effondrement du pouvoir d'en face, mais aussi une substitution par des formes différentes. Ça peut défendre des organes politiques que vous mettez en œuvre, ça peut être autoritaire, démocratique, représentatif, démocratie directe, et ainsi de suite. Et donc là, il nous a manqué cette réflexion préalable. On était dans la spontanéité et l'émotion par rapport à l'agression verbale, économique que mettait en place ce gouvernement, qui traitait la population française comme des moins que rien, comme des riens, qui prenait des décisions qui rendaient leur vie impossible, parce qu'on a structuré la société autour de l'automobile, et tout d'un coup on disait « Ah non, les cocos, maintenant il va falloir payer X% de plus votre essence et votre carburant de façon générale, parce qu'il faut s'adapter à l'écologie. » Et par contre, aucune modification des structures urbaines, aucune modification des façons de consommer, aucune modification qui permette justement de compenser. Et en gros, on voulait faire payer aux classes populaires et à la France en général le prix de la transition écologique. Comme ça, les élites restaient tranquillement. Et donc, évidemment qu'il y a eu un mouvement, un bouleversement par rapport à ça, une tentative d'émeute et qui s'est transformée, à mon sens, en mouvement révolutionnaire, parce qu'il y a une pensée qui a commencé à se développer à partir de là, ce qu'on se disait tout à l'heure sur les réformes, les propositions de réforme qui en sont nées. Et donc, on se retrouve dans cette situation où, par contre, ce qui a manqué, c'était la pensée du pouvoir. Comment est-ce que, à partir de cette pensée politique qu'on a fécondée ensemble, ce qui montre que le peuple, contrairement à ce qu'il pense, n'est pas bête, il est au contraire extraordinairement intelligent, extraordinairement capable de réfléchir les contextes dans lesquels il est confronté, comment est-ce que derrière, on provoque la bascule ? C'est-à-dire comment ça se fait qu'à l'acte 3, on se retrouve très largement majoritaire dans l'opinion publique d'une part, on était encore à 80% d'approbation, à quelques pas de l'Élysée, rue du Faubourg Saint-Honoré, je m'en souviens, avec des gendarmes qui reculent, avec une masse qui pousse. Les gendarmes n'ont pas d'instruction, donc ils vont pas faire barrage de façon violente, ils sont en train en fait de lâcher prise, et nous on décide de pas y aller. Pourquoi est-ce qu'on décide de pas y aller ? Parce qu'en fait, on n'est pas sûr de nous, non pas sur nos revendications, mais sur ce qu'il faudrait faire derrière, et ce que ça produirait tout d'un coup de se retrouver au sein de l'Élysée. 2 actes plus tard, entre-temps, les débats ont continué à se développer, on commence à voir justement le RIC et compagnie qui commencent à infuser, et là, on rentre sans aucune difficulté dans le porte-parole du gouvernement. Au Fenwick, on n'a plus ce doute-là. Mais, on n'y reste pas. J'y étais, on détruit la porte et on ressort tout de suite. On ressort tout de suite parce qu'encore une fois, l'idée, c'est pas de prendre le pouvoir. On n'est pas dans une disposition où on essaie d'accaparer le pouvoir au détriment du reste de la population française. Ouais, enfin, tout de même, justement, en appelant à l'insurrection, est-ce que, on demandera sans doute tout à l'heure à Maître Slama son opinion, est-ce que vous ne placez pas quand même sous le coup de la loi ? Certains sont en prison pour moins que cela. Pourquoi n'êtes-vous pas inquiété pour une potentielle atteinte à la sûreté de l'État ? Ne vous inquiétez pas qu'en termes de harcèlement de la part du pouvoir et de procédures qui sont mises en œuvre à mon encontre, j'ai droit à... vous voulez dire dans le cadre de vos autres affaires ? D'ailleurs, on en est où là ? En général, convocation, j'ai quand même eu droit à une accusation de viol extraordinaire. Souvenez-vous, on a essayé de m'accuser d'avoir drogué une femme avec une gélule de lamaline, ce qui est l'équivalent quand même d'un demi-café serré.
et d'un tiers de Codoliprane. Vous voyez, enfin, on en est là quand même. Et ils ont réussi à créer une instruction là-dessus, à me mettre en examen, à convoquer ma sœur, ma petite sœur, ma mère, pour leur faire parler de mon intimité, à mettre sous surveillance mes compagnes, et c'est encore en cours. Donc on est sur une situation où les formes de répression... Vous voulez dire qu'ils vous lâchent pas, quoi. Mais bien sûr que non. Et des procédures comme ça, on en a à foison. Bouygues me poursuit parce que je dénonce la corruption qu'il y a sur la construction du palais de justice, du nouveau palais de justice, le tribunal judiciaire à Paris, à Batignolles, la sorte d'énorme monstre qui est entre le hall d'aéroport et le centre commercial, qui a coûté près de 3 milliards d'euros aux Français. 3 milliards d'euros, enfin 2,4 milliards d'euros pour être précis, alors qu'il en a coûté que 645 millions à construire. Vous voyez ? Donc moi je décris, j'explique pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, pourquoi est-ce qu'on est dans un tribunal de justice. Vous avez les preuves de tout ça ? Oui, bien sûr. On s'est retrouvés avec le fils de Bernard-Henri Lévy, Antonin Lévy, et 2 autres avocats recrutés par Bouygues pour essayer de me faire la peau. Et donc on a exposé de façon détaillée l'ensemble des preuves qui permettaient d'établir l'existence de ce qui était un pacte en fait entre Martin Bouygues et Nicolas Sarkozy. En 2 mots, Nicolas Sarkozy attribue à Xavier Niel une licence téléphonique, je ne sais pas si vous vous souvenez, on passe de 3 à 4 opérateurs. Qu'est-ce que ça produit ? Une baisse des marges pour les opérateurs existants, parce que quand vous êtes 4 acteurs au lieu de 3, évidemment, vous perdez un peu d'argent. Et donc, à partir de là, Bouygues est furieux et dit « Attends, Coco, je t'ai mis pendant 20 ans aux 20h de TF1, et en retour, tu t'arrives et tu me détruis mon business model. » Et donc, il commence à récupérer des marchés publics, dont celui du tribunal judiciaire, mais aussi celui de Ballard. Donc, vous vous souvenez peut-être, sorte de Pentagone à la française monstrueux, où on a dépensé des milliers d'euros pour la moindre prise, parce qu'évidemment, il s'agissait d'essayer de trouver des sources de revenus pour cette entreprise qui lui permettent de maintenir sa rentabilité. Et donc, vous voyez, en fait... En parlant de Pentagone, vous pensez toujours qu'il y a des services occultes de pays étrangers qui puissent vous surveiller également ? Non, je pense que cette phase-là, qui a été assez intense, ça a été prouvé. On a récupéré, grâce à un lanceur d'alerte, ils ont été publiés par Der Spiegel, El País, The Guardian et tout ça, les vidéos qui avaient été prises par la CIA de mes échanges avec Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, que je représentais à l'époque, donc entretien entre avocats et clients, on était enregistrés. Il y a eu Mike Pompeo, le directeur de la CIA, qui fait une déclaration publique qui assimilait Wikileaks à un service de renseignement étranger et le placer en termes de priorité pour la CIA à la hauteur de Al-Qaïda. On était 15, donc je veux dire, je peux vous dire que quand vous retrouvez ciblé comme ça en 2017 par le directeur de la CIA et que vous découvrez des années après qu'en fait il avait discuté avec Donald Trump au sein de la Maison-Blanche, c'est un article de Yahoo News que j'invite tout le monde à lire, qu'en gros ils se sont demandé s'il fallait plutôt kidnapper, assassiner ou juste entraver, c'est le terme qu'utilisent les services de renseignement, les opérations d'entrave. Voilà, ça a été une époque de ma vie, entre mes 25 et 28 ans, avec en plus les services de renseignement français qui, au lieu de nous protéger, se faisaient les relais des services états-uniens, avec évidemment derrière le FSB et compagnie qui essayaient d'en profiter, enfin le GRU, pour essayer de nous déstabiliser. Ça a été assez intense. Je pense que là, on est sur je ne représente plus rien en termes de menaces à l'échelle internationale, même si je suis quand même l'avocat du principal opposant à Macky Sall, Ousmane Sonko, qui risque de faire basculer le Sénégal dans un autre monde, quelque part, et éloigné de la France-Afrique habituelle, de Kémy Séba, de Nathalie Yamb, donc des personnes qui sont très exposées, directement visées par les États-Unis. Je suis maintenant, évidemment d'un certain nombre d'autres opposants, je suis maintenant en tant qu'avocat moins exposé que je l'étais à l'époque de Wikileaks. Donc la menace, elle est nationale en fait aujourd'hui. Elle est vraiment dans le rapport de force qu'on a mis en place, qu'on tente de mettre en place avec le pouvoir. Et l'idée de ces livres, c'est en sachant très bien la précarité de ce qui arrive et aussi même en termes de capacité à incarner quelque chose, parce qu'il y a les menaces directes, les pressions, mais aussi les salissures qu'on met en branle pour essayer de rendre votre parole inaudible. C'est de donner tout ce que j'ai, que chacun puisse s'en saisir, pour qu'il n'y ait pas de dépendance par rapport à une figure. Oui, par exemple, oui, bien sûr. Donc, vous voyez, c'est essayer de désactiver ça et le plus vite possible, en fait, de redistribuer ce que moi j'ai pu découvrir au cours de mes années de parcours au sein de ces lieux de pouvoir. Et vous le rappeliez, donc vous habitiez dans le 6e, sans dévoiler votre adresse, mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous qualifient de révolutionnaire de salon ? Vous allez me le faire à chaque émission, c'est quand même incroyable. Vous êtes toujours... non, mais c'est parce que c'est important. Évidemment, vous voyez, moi, j'ai réfléchi à ça parce qu'il y a peu un entretien entre Clémentine Autain et Bernard Cazeneuve dans Politis. Alors, je pense que la très vaste majorité des Français n'en a pas entendu parler, heureusement pour eux. Mais quand même,
En fait, en voyant Clémentine Autain, qui est beaucoup moins bourgeoise que moi, au sens où elle a grandi dans un milieu beaucoup moins privilégié et exclusif que celui auquel j'ai eu accès, elle est pourtant 1000 fois plus bourgeoise que moi, parce qu'elle n'a pas fait de travail de détachement par rapport à son habitus, par rapport à ses œillères conformistes. Et donc, en tout cas, moi, ce que j'essaye de faire, c'est un vrai travail de distanciation par rapport à, en effet, le fait d'avoir grandi dans ce petit vase clos parisien, et de me confronter le plus possible aux réalités du monde, aller chercher et appuyer des gilets jaunes, des gens. Par exemple, je représente pas un producteur laitier, mais un employé de Lactalis qui se retrouve dans une situation de combat avec Lactalis, alors qu'il est vraiment au fin fond de la Creuse, enfin, vous voyez, dans le site de la Drôme, pardon, dans une situation vraiment compliquée. Le fait de passer du temps avec lui, travailler avec lui, de vivre en fait la souffrance extraordinaire qui consiste à vous retrouver face au premier groupe laitier potentiellement au monde, alors que pour eux vous n'êtes rien, et essayer de l'accompagner là-dessus, de sentir aussi l'impuissance que ça suscite, ça crée de l'humilité, ça crée une compréhension plus fine de ce que c'est de se retrouver de l'autre côté, et j'espère un peu d'humanité. Voilà, donc j'essaye en fait moi de me reconstruire à partir de ça. Alors, on va revenir bien sûr à ce livre Coup d'État qui va infuser un petit peu toute l'émission et les 2 débats qui vont suivre avec les interventions de nos sociétaires. On va parler aussi de quelques autres sujets d'actualité. Alors, tout d'abord, il y a un autre événement aussi, puisque vous êtes très prolifique, très productif en tout cas, puisque le 25 mai prochain, sauf à me tromper, je crois que vous allez publier également un nouveau livre sur Cyril Hanouna, intitulé sobrement, je crois, Hanouna. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et pourquoi ce livre ? En fait, Hanouna fait partie de la fabrique du spectacle et joue un rôle cardinal. Il vous recevait en plus, Cyril Hanouna. Je pense qu'il aurait même potentiellement le culot de m'inviter pour parler du livre, c'est dire. Mais on est sur une situation où, en fait, il est une des clés de l'asservissement. C'est contre Hanouna et Bolloré, parce que c'est. Non, c'est pas ça. C'est vraiment, en gros, il faut essayer de comprendre pourquoi une partie de la population française accepte son destin. Et quel rôle joue un certain nombre d'émissions dans cette acceptation de l'existant. Et comment le divertissement va vous amener à vous soumettre. Il n'y a pas des ennemis plus importants que Cyril Hanouna, quand même, Laurent Branco. Qui vous dit que je le traite en ennemi ? Vous n'avez pas encore lu le livre. Non, mais je pense que ça doit pas être une agiographie dessus assez. C'est un livre hommage. C'est une tentative de compréhension. Compréhension du phénomène, de comment ça se fait que cette émission... J'ai vu la 4e de couverture, ça n'avait pas l'air d'être un hommage. Concentre 2,5 millions de vues par jour, c'est-à-dire une partie, et en plus dans les classes populaires en général, sur certains âges qui sont importants, et comment en fait est née cette force sociale extraordinaire, pourquoi est-ce qu'elle joue un rôle important dans le fait de tenir le système et d'accompagner le système, et quels outils critiques on peut avoir à distance justement de la critique de gauche habituelle, un peu bébête, qui consiste à dire, soit à le prendre de haut avec mépris, vous voyez, et suffisance, soit à dire « Ah oui, mais il joue le rôle de Bolloré, donc il est méchant ». Vous voyez, essayer de comprendre de façon plus fine quel rôle il joue dans cette société du spectacle et du coup dans notre impuissance politique, parce que je pense que j'y ai beaucoup réfléchi. Donc on va apprendre des choses dans ce livre ? Et on va beaucoup apprendre notamment sur le système qu'il nourrit et en fait les liens d'influence. Et on va comprendre en fait qu'Hanouna, c'est juste un morceau dans un système beaucoup plus large qu'il permet d'invisibiliser et qui est celui en fait qui nourrit ces machines à créer de la distraction, de la vacuité et ainsi de suite. Vous le découvrirez dans le livre, on en reparlera. Vous me réinviterez si vous le voulez bien. Vous pensez que c'est un symbole de notre époque, Cyril Hanouna ? Non, clairement, il a marqué son temps. Il a marqué son temps et il faut essayer de comprendre pourquoi. Oui, il est un peu à la bascule en effet. Là, c'est un moment charnière pour lui et plus généralement, encore une fois, je pense pour notre société. Bon. Et pourquoi vous ne faites pas un livre plutôt, je sais pas, au hasard sur François Ruffin, par exemple, et également... vous n'avez pas lu mon livre. D'ailleurs, vous l'aviez démasqué, je vous avais relayé sur Twitter. Eric, c'est vous qui venez d'être démasqué, parce qu'il y a tout un épilogue sur François Ruffin. Non, mais c'est pas un livre. C'est pas un livre. Non, mais je parlais d'un livre intitulé Ruffin. Mais j'ai pas besoin. Pourquoi là, vous faites quelques pages? On me reproche déjà de lui avoir accordé trop de pages dans celui-là, donc je vais pas en plus en mettre... Mais parce que peut-être à vous. Non, mais je dis ça parce que... un moment, tu me tacles un peu sur Bégodeau. Peut-être qu'Hanouna est plus intéressant que... Voilà, c'est tout ce que j'aurais à répondre à ce stade. Et j'en suis même à peu près convaincu. Ah oui, c'est vrai, François Bégodeau, je l'ai reçu dans une autre émission. C'est pas le grand amour entre vous, on dirait, non? Non, mais c'est important d'essayer de... Vous êtes pourtant issus de la même caste? De la même caste, Bégodeau. Le pauvre, déjà lui dire d'une caste, il vient de Nantes. Non, lui, il n'est pas du tout d'origine bourgeoise. Hein. C'est quelqu'un qui... On peut le devenir aussi bourgeois, vous savez. Oui, il est devenu bourgeois, clairement, mais bourgeois du 11e arrondissement. Ouais, mais ça, on fera toute une émission de libéral autoritaire. On fera toute émission sur la sociologie de la bourgeoisie parisienne, et vous vous rendez pas à quel point, et les Français en général, par nécessité, parce qu'ils n'y sont pas confrontés, il y a une absence de porosité
entre presque des clans, c'est-à-dire rive gauche, par exemple, la bourgeoisie du 6e, celle du 7e, celle du 16e, celle du 10e, 11e qui naissent. Et en fait, c'est des gens qui pensent très différemment, qui s'opposent, qui sont dans leur petite guerre de clans entre eux d'ailleurs, de façon générale. Et c'est pour ça, quand vous voyez par exemple Sophie Aram qui clash Hanouna, c'est des bourgeoisies qui s'opposent. Vous voyez, en fait, et nous, on est spectateurs de ces règlements de compte complètement inutiles et qui en fait ne touchent en rien à nos intérêts, sans avoir nécessairement les clés de compréhension qui permettent d'expliquer des oppositions qui tout d'un coup deviennent extraordinairement radicales alors que c'est juste des luttes fratricides. Un petit mot avant de clore cette première partie de l'émission sur le scandale naissant de ce qu'on appelle le fonds Marianne. Ça vous inspire quoi ? Vous pensez qu'il y a de la corruption derrière tout cela ? C'est un peu le scandale des associations derrière. Et c'est ce que je dis sur Crépuscule. En fait, quand je dis ils ne sont pas corrompus, ils sont la corruption, c'est cette idée que ces gens ont les instruments de la fabrique du droit, que ce soit la loi, le règlement et ainsi de suite. Donc, ils n'ont pas besoin de se corrompre au sens de violer la loi ou le règlement, ils ont juste besoin d'avoir accès à ce qui produit du droit et de légaliser leur corruption. Et donc, typiquement, le fonds Marianne, il est fort probable qu'en termes purement juridiques, il n'y ait pas d'infraction à leur reprocher. Et pourtant, on voit bien à quel point c'est un détournement de fonds publics dans le sens de leur orientation, où on va utiliser l'affaire Samuel Paty pour financer des alliés politiques qui vont s'attaquer avec une brutalité et une violence extraordinaire, sous couvert d'une légitimité et d'une objectivité, à leurs ennemis ou à leurs adversaires politiques. Et ces manipulations d'informations, de façon générale, en fait, les gens n'en sont pas forcément conscients, mais tout l'espace public est traversé de ces financements occultes, de ces alliances qui, en fait, cherchent à orienter notre pensée et dans un système qui se veut démocratique. Ça montre pas le caractère vraiment artificiel de cette fameuse lutte pour les valeurs de la République. Mais il faut aller au-delà, c'est dire, en fait, quel est l'objectif derrière tout ça ? Comment est-ce que vous arrivez à obtenir de l'argent en France ? Comment est-ce que Bernard Arnault, Xavier Niel, Arnaud Lagardère ont gagné de l'argent ? Enfin là, le fonds Marianne, c'est pas... Mais vous allez voir, c'est pas en accédant à l'État. Vous voyez, c'est l'État, en fait. Arnaud, c'est Boussac, Xavier Niel, c'est les licences téléphoniques, Lagardère, c'est la création d'un empire de son père via la construction. Suite à la décapitation mais comment est-ce que vous accédez professeur, Oui, mais comment est-ce que vous accédez à ces marchés ? C'est grâce à l'État. C'est l'État qui vous le donne. Boussac, c'est l'État qui non, mais là, dans le cas précis, pardon, la symbolique, je parle pas des montants, parce qu'évidemment, non, c'est pas les montants. Je pense que vous avez pas compris ce que je voulais dire, c'est que, en fait, pour arriver à cet État, vous êtes obligé d'influencer les électeurs. Et ces détournements de fonds, cette utilisation d'événements symboliques, d'émotions et ainsi de suite, ont pour vocation d'amener les lecteurs dans une direction qui, in fine, permettra de faire élire les personnes qui serviront vos intérêts. Donc il faut le prendre dans le cadre plus large. Marlène Schiappa, c'est quoi ? C'est le néant. Et si on est elle est passée dans Playboy. Et si on est dans une situation où on se sent vulnérable, elle a fait, ils sont en réimpression tellement c'est vendu. Et si on se sent en vulnérabilité vis-à-vis de Marlène Schiappa, ou j'essaie de trouver un qualificatif qui puisse s'appliquer à des... C'est même pas des sous-intellectuels, parce qu'il faudrait qu'ils aient un minimum d'intelligence. Non, mais c'est même intéressant, d'ailleurs, la transition que vous permettez de faire. Est-ce qu'il n'y a pas une forme, je vais jusqu'à ce terme, d'indécence ? C'est-à-dire qu'on parle d'un côté de ce fonds Marianne, tiens, au hasard, Marlène Schiappa est quand même citée, il paraît qu'il y a une commission d'enquête qui a été demandée, même par la famille, et puis de l'autre côté, voilà, on voit ces attitudes... Pour reprendre la terminologie macronienne, quand vous n'êtes rien, et que vous aspirez à devenir tout parce que votre maman vous a fait trop d'éloges probablement, vous êtes prêt à tout. C'est exactement le cas de ces petits sous-fifres qui ont été financés et alimentés par Marlène Schiappa, qui avaient tout intérêt, du coup, à s'entourer de gens d'une médiocrité extraordinaire parce qu'ils seraient d'autant plus serviles et d'autant plus prêts à toute forme d'avilissement et d'asservissement à leur égard. Et c'est fou parce qu'on leur demande là, à quelle fin, précisément, ces fonds, ces subventions ont été allouées, enfin, pour quel travail. Et je demande continuellement à une association qui se reconnaîtra, d'ailleurs, un petit salut au passage, on n'arrive pas à avoir les réponses. Alors, au début, c'était au nom de... Les réponses sont très claires, ils sont payés des salaires extraordinaires. Mais il n'y a pas besoin de... Mais en fait, la sécurité de ces associations. Libé a fait le boulot. Ne jouez même pas à ça. Enfin, vous savez très bien qu'ils l'ont fait pour se payer des salaires indécents, pour attaquer des cibles politiques, pour essayer d'orienter le débat public dans une direction, et qu'ils ont détourné, instrumentalisé et pillé pour cela la mémoire de Samuel Paty. C'est aussi simple que ça, il n'y a plus de débat. En fait, ils essayent de créer un débat pour justement détourner l'attention et pour s'assurer qu'il y aura une forme de brouillard qui naîtra et qu'on finira par se dire « Ah oui, c'est confus ». Mais il n'y a pas... C'est très simple et c'est acquis. Voilà, il faut passer à autre chose parce que, en fait, ce que l'on voit avec eux, à une échelle macroscopique beaucoup plus importante, c'est ce qui se passe avec TF1, c'est ce qui se passe avec France Télévisions, c'est ce qui se passe avec les grands médias qui sont détenus par Le Monde, par Xavier Niel, par Bernard Arnault et ainsi de suite. C'est manipuler
des intellectuels, des journalistes, en gros des gens qui sont prêts à se vendre, à se prostituer, pour orienter les opinions et les pensées des citoyens dans une direction ou dans l'autre, pour servir les intérêts de leur maître, et non pas pour essayer de faire la vérité. Et donc je pense que par rapport à ça, moi j'ai la chance d'être édité par un éditeur indépendant de Nîmes, loin de Paris. Mais vraiment, ils sont particulièrement courageux. La deuxième partie, elle est légale on en reparlera. Allez, dernier sujet d'actualité à aborder, l'intervention bien sûr récente d'Emmanuel Macron à la télévision, qui veut désormais relancer son quinquennat. C'est quoi ? Je pense que les réactions sont c'est tout le monde, je crois. Vous pensez que son mandat est déjà terminé, selon vous, Juan Branco ? Je sais pas, il m'intéresse pas, Manu. Enfin, il y a vraiment un sujet où à un moment donné, il faut arrêter de... Ça, vous pouvez pas non, dire moi, il m'intéressait comme phénomène, pour essayer de comprendre comment ça se fait qu'une telle personne arrive à une telle position, un peu comme Gabriel Attal, que j'ai décrit de long en large en travers, après avoir eu la chance de l'avoir à mes côtés entre mes 11 et 22 ans, donc un personnage que je connais bien. C'est des gens qui sont insignifiants. La question, c'est comment est-ce que... Donc la question de savoir, est-ce que ça va être Macron ? Vous voyez bien qu'il y a d'ailleurs une sorte de léger décalage oligarchique, où on commence à avoir une forme de lâcher-prise à l'égard de sa figure, dans l'espoir de recréer une figure qui permettent de prendre le relais. Nous, ce à quoi il faut qu'on pense maintenant, c'est à notre émancipation, c'est au fait de ne plus dépendre de ce genre de figure, de ces mécanismes institutionnels qui nous orientent, qui nous manipulent et qui finalement nous exploitent. Parce que si on se faisait juste instrumentaliser, atteindre notre dignité et ainsi de suite, on pourrait éventuellement y survivre en disant ma vie est à côté, tant pis. Mais non, mais il y a aussi une dimension d'oppression économique. Ils tirent leurs ressources d'ici. Gabriel Attal, qui n'a jamais eu de travail, jamais eu d'emploi en dehors du politique, il faut quand même le noter. Il avait juste fait un stage que lui avait trouvé sa maman ou son papa, je me souviens plus, à la Villa Médicis pendant 6 mois. C'est sa seule expérience professionnelle. A vécu toute sa vie d'argent que nous produisons, que nous générons, depuis que c'est un enfant. Il s'est permis aujourd'hui de dire que ceux qui manifestaient, c'était pas ceux qui allaient au boulot. Et il a un capital de plusieurs millions d'euros. Voilà, une assurance vie, il a une assurance vie, c'est écrit dans la haute autorité du patrimoine, d'1,6 million. Il a 33 ans. Et je peux vous assurer que étant donné comment les gens lui en veulent, l'assurance vie est peut-être justifiée. Et je peux vous assurer que c'est pas tout, parce que sa mère est encore vivante. Enfin, vous voyez, il y a une grande partie du capital familial qui n'est pas à son nom en propre. Donc, dans ces conditions-là, ces gens nous sont redevables, ils n'ont pas intérêt à commencer à nous faire la leçon comme ils le font, et surtout, on a tout intérêt à tout simplement à s'en défaire, en fait, parce que lorsqu'ils deviennent... pourquoi ce qui est arrivé à Griveaux est arrivé ? Pourquoi est-ce qu'il s'est pris un Fenwick dans la porte ? C'est pour une raison très simple. C'est parce qu'il avait parlé des Gilets jaunes comme cette France qui fume des gitanes et qui roule en diesel en disant « c'est pas ma France », alors qu'il était porte-parole du gouvernement, alors qu'il était payé par les Français, nourri, blanchi dans un hôtel de la République, pour porter la parole du peuple français théoriquement. Et donc évidemment, qu'est-ce qui s'est passé ? On a ouvert ses portes, on a dit maintenant, tu sors d'ici et tu nous laisses rentrer à nouveau dans nos édifices et tu arrêtes de te prendre pour la crème du monde. Vous buvez du vin, Juan Branco, ou pas ? Oui, pourquoi pas. Je vois que votre verre est vide, donc Charles Mathieu, s'il te plaît. Eh bien écoutez, voilà pour l'introduction, on commence tout de suite avec le premier débat dans Bistro Liberté. À tout de suite. Y a-t-il un déclassement de la France ? La France est-elle encore une grande puissance ? La voix de la France est-elle toujours audible ? Voilà, on en vient à notre premier débat. Oui, vous pouvez vous applaudir. D'ailleurs, merci. On en profite pour saluer le public toujours aussi nombreux et présent. Donc, vraiment, merci. On peut vous applaudir bien fort. Merci à vous qui êtes toujours plus nombreux à nous suivre. N'hésitez pas à liker nos vidéos, à vous abonner. Puis on peut faire aussi un amical salut et applaudir Ignace. Ignace, c'est notre caricaturiste en live. Donc, il faut l'applaudir parce que sinon, après, il se venge avec ses dessins. Alors, donc, notre premier débat, il porte une fois n'est pas coutume sur le déclassement de notre pays, la France. Ces dernières semaines, Emmanuel Macron a tenté de faire entendre justement la voix de la France dans le monde. Alors, y est-il parvenu ? A-t-on encore une influence ? La voix de la France. Est-ce que c'est quelque chose qui existe encore, d'après vous, Juan Branco ? Et puis les autres, là, cette fois, vous pouvez intervenir. On est très clairement dans un effondrement. Moi, justement, tout mon travail à l'international, et notamment en Afrique de l'Ouest, montre non seulement un effondrement... Vous n'avez pas pu y aller, là, récemment? J'y suis allé, mais on m'a renvoyé. Ouais, le président m'a renvoyé. Le ministre de l'Intérieur a fait un communiqué sénégalais. Quel pays, a fait un communiqué de presse, un communiqué après mon expulsion qui avait suscité indignation, en indiquant que j'avais parlé de son Excellence, le président de la République, Macky Sall, qui est donc une sorte de sous-fifre du pouvoir élyséen,
de tyran, et que c'était inacceptable, et que donc, dans ces conditions-là, je ne pouvais pas venir, parce que c'était une audience de son principal opposant, qui va être, en fait, s'il est autorisé à se présenter en février 2024, le prochain président du Sénégal, parce qu'il est extraordinairement populaire, et que le pouvoir actuel ne l'est absolument pas. Eh bien, vous serez ministre, peut-être? Non, justement, on va essayer d'éviter de répéter les sorciers blancs et les pratiques néocoloniales d'antan. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on est sur une situation où, alors qu'il y a des découvertes de gaz et de pétrole dans la région et dans le pays en particulier, il y a des pouvoirs qui s'accrochent à ces ressources et ça crée des dérives absolument hallucinantes, et 14 morts dans des manifestations en 2021, et depuis un certain nombre de violences particulièrement hallucinantes. Mais pour revenir sur la France, ce qu'on voit dans cette région... Macron, il a un peu enchaîné les humiliations diplomatiques. Vous pensez que c'est lié à sa personne ou à la perte de la puissance française, honnêtement? Mais elles vont ensemble. Moi, je pense que c'est, en fait, encore une fois, l'insignifiance de la personne, pardonnez-moi de réutiliser ce terme, mais je pense qu'il faut qu'on l'ancre dans les esprits, entraîne celle de notre pays lorsque la personne qui occupe ces fonctions a la capacité de diriger nos destins. Donc il y a une sorte de coagulation comme ça qui est permise par la Ve République. Ce qui est clair, ce qu'on voit, tous les mouvements souverainistes, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale par exemple, ils sont avant tout le fruit de l'effondrement de la puissance française et de son incapacité à, comme on dit, occuper le terrain et à proposer aux populations et aux États avec lesquels elle était alliée, tout simplement, de continuer à prospérer. La perte d'investissements directs étrangers, on ne tire d'argent aujourd'hui que des services bancaires, que de la finance. En gros, grâce à nos grandes banques, si vous regardez les IDE sortants et entrants, on ne produit plus rien. Et on est dans une situation où la seule ressource que l'on réussit à accaparer, c'est notamment à travers les banques, c'est-à-dire à notre capacité à piller les ressources de pays qui n'ont pas assez de capital, à qui on leur prête, pour qu'une partie nous revienne sous forme d'intérêt. Donc on est sur... En fait, ça c'est assez symptomatique d'une queue de comète. On est en fait à un moment de bascule où, de façon plus générale, c'est ce que je décris dans le livre, après avoir été les contremaîtres de la mondialisation, c'est-à-dire entre les grands empires et les esclaves du monde moderne, ceux qui nous permettent encore aujourd'hui d'acheter des t-shirts pas chers et qu'ils fabriquent pour 3,5 centimes en Asie du Sud-Est notamment, et donc d'avoir encore une forme de petit confort dans cette précarisation grandissante, on risque de basculer de ce côté-là. Mais c'est l'Occident en lui-même qui se déclasse aujourd'hui, qui n'a plus la voix qu'il avait à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, on a des BRICS et on a un reste du monde qui ne veut plus être sous la mainmise de l'Occident. Et à juste titre, pour le coup. Il y a aussi le fait que la démographie du reste du monde, que ce soit africaine, asiatique, nous dépasse largement. Et donc, ils voient en nous aussi des gens qui n'ont plus de valeur, plus de morale. Regardez, on est actuellement sur du wokisme, on est sur des idéologies progressistes, sur les transgenres, les ceci, les cela. Et le reste du monde ne veut plus nous suivre là-dedans parce qu'il ne nous considère plus comme étant le pays, le fameux pays des Lumières. Voilà. Donc, évidemment, forcément, nous, on a encore dans notre esprit, j'ai l'impression, 40 ou 50 ans de retard. Mais on peut la retrouver, cette puissance passée, ou pas? On peut peut-être le retrouver militairement, mais intellectuellement, nous avons 40 et 50 ans de retard. Nous voulons imposer des choses que le reste du monde ne veut pas avoir. Ils ne veulent pas... Nous aussi, on veut pas. Oui, je sais pas, les peuples nationaux, je sais pas, il y a beaucoup, tout ce qui est mariage. Putain, on fête les 10 ans du mariage pour tous. Moi, je ne vois pas des révoltes contre le mariage pour tous, par exemple. Alors que dans ces pays-là, en Russie ou en Afrique ou en Chine, je pense que ça, c'est inconcevable. Moi, sur la grandeur de la France. Moi, je voudrais vous interpeller sur la grandeur de la France, que j'ai lu votre livre. Peut-être que j'aurai l'occasion d'en dire un mot sur le style tout à l'heure, parce que j'ai peut-être des choses à dire. Je trouvais ça un peu compliqué, mais en tout cas sur le fond. Sur la grandeur de la France, moi, je pense qu'avec vous, c'est peut-être compliqué de la retrouver. Pourquoi ? Parce que je vous ai trouvé extrêmement contradictoire à 3-4 reprises. Mais au moins, sur la grandeur de la France, vous dites, je suis désolé, je prends le livre parce que j'ai pris des notes, la France a peur de son ombre et il faudrait qu'elle retrouve sa grandeur. Mais si on vous lit, avec vous, c'est compliqué, parce que vous dites, par exemple, que la France a exploité, a pillé, a dévasté, et vous faites comme ça un peu vous-même le procès de la France, alors que vous dites qu'il faut qu'elle retrouve sa grandeur, et de manière plus directe encore à un moment, vous parlez de Notre-Dame, et vous dites qu'il faut faire tomber cet édifice qui a incarné toutes les laideurs du pays. Donc moi, vous m'avez mal lu, parce que c'est la préfecture qu'il faut faire tomber, la préfecture qui fait face à Notre-Dame. Non, mais je peux lire, j'ai bien lu votre livre. Page 168, il faut libérer la perspective de Notre-Dame en faisant tomber un édifice qui a incarné toutes les laideurs du pays. La perspective de Notre-Dame, c'est un défi auquel il me semble digne de se vouer. La perspective de Notre-Dame, c'est-à-dire ce qu'il y a en face de Notre-Dame, c'est-à-dire la préfecture.
de police. Ah bah, voyez, alors je vais redire un mot sur le style, parce que ça, c'est le problème de Rimbaud. Premièrement, ça n'enlève pas Premièrement, ça n'enlève rien. Pour la défense de Dylan Slama, c'était pas non plus limpide. Hein, c'est pas limpide du tout, c'est pas limpide du tout, parce qu'il y a quand même Notre-Dame, bon bref, l'édifice qui a incarné les leaders, mais peu importe. Il y a quand même c'est pas Notre-Dame qui a incarné les leaders. Il y a quand même le fait que page 54, vous mettez que la France a construit ses richesses en exploitant, en pillant, en dévastant. Donc si vous voulez, c'est vous-même qui avez peur de l'ombre de la France, à mon avis, à mon sens. Et deuxièmement, juste pour le style, puisque vous me tendez une perche et que vous essayez de me contredire, il n'y a pas de souci. Mais vous passez votre livre, j'ai l'impression, à essayer de faire des rimes en « et », à inverser du coup les adjectifs et à changer les choses de place, ce qui a rendu, honnêtement, j'ai lu jusqu'au bout, mais ce qui a rendu la lecture extrêmement difficile. Alors il y a des phrases, je veux pas être non plus trop procureur, il y a des phrases que j'ai trouvées jolies, j'en ai noté une et je vais vous la dire au moins pour vous faire plaisir. Il y a une phrase page 50 que j'ai trouvée assez jolie, c'est lorsque vous écrivez la justice est le cadre à féconder, condition de l'engendrement de toutes nos beautés. Donc il y a des jolies phrases, mais je trouvais que sur l'essentiel, c'est assez illisible. Vous prenez un style extrêmement empoulé, j'ai l'impression, en changeant les mots de place, et justement, au-delà de l'aspect on n'est pas d'accord ou pas d'accord sur Notre-Dame, ça rend le truc illisible, et j'ai peur que pour vos lecteurs, peut-être que je suis en dessous de l'intelligence moyenne, plus sur le juridique, alors c'est intéressant extrêmement, mais j'ai l'impression que ça rend la lecture de votre livre extrêmement difficile. Preuve en est ce que vous dites sur Notre-Dame, où je suis désolé, c'est pas clair du tout. Bon, je vais répondre brièvement sur le catholique. Sur le rapport à la France, visiblement vous êtes en désaccord avec quelqu'un que j'espère vous estimer, André Berkoff, qui m'a reçu il y a quelques jours, et qui dit que les mots que je porte sur la France, parce qu'il y a toute une sorte de sous-chapitre dessus, lui ont fait penser à Péguy, dont je ne pense pas qu'il soit quelqu'un de considéré comme étant fervent opposant à la nature de notre pays. Vous vous cachez là derrière un argument de M. Berkoff qui lui-même dit que... Oui, qui est de votre famille, je pense, politique. Pourquoi vous dites qu'il famille politique? Bah si, bien sûr, c'est quelqu'un qui a une référence dans un certain nombre de milieux, je ne sais pas si conservateurs, mais en tout cas nationalistes, et qui pensent à une forme de souverainisme. Donc sur la question il n'est pas de ma famille politique. Sur la question du rapport à la France, tout pouvoir naît d'une forme d'appropriation de choses qui ne lui appartiennent pas. C'est le fondement du pouvoir, sinon on serait tous fondamentalement égaux. Et donc la grandeur de la France, comme vous l'avez dit en me citant correctement, est nécessairement passée par la prise de ressources qui provenaient d'ailleurs. Et la question c'est, est-ce que la France a réussi ou non à partir de ces processus-là à générer de la beauté? Et moi, j'en suis convaincu, et c'est là où on en revient à la question du rayonnement. C'est-à-dire qu'il y a d'abord la violence du politique, qui dans toute forme, dans tout rapport de pouvoir, est naturellement présente. Il y a une forme de violence extraordinaire qui se génère dès le moment que vous essayez de prendre du pouvoir, et plus vous prenez des pouvoirs importants et qui ont de l'ampleur, plus ça génère de la violence. La question, c'est comment est-ce que vous allez convertir cette violence et en faire quelque chose qui, derrière, va permettre d'inspirer, d'alléger le quotidien des populations, de les amener vers quelque chose de meilleur et de plus grand. Et ce qui me permet de rebondir sur la question du style, ça m'amuse beaucoup parce que j'ai l'impression que mes ouvrages, je vais peut-être me jeter une fleur en disant ça, déstabilisent vous faites tout le livre, au point où on se retrouve dans une situation où mes lecteurs, notamment ceux qui n'ont aucune qualité pour le revendiquer, cherchent à se muer en critique littéraire à défaut d'avoir une critique de fond à apporter. Ce n'est pas des ouvrages de littérature. Il ne s'agit pas de parler, on ne parle pas de littérature ou de roman. Ça avait déjà été le cas avec Crépuscule. Tout le monde m'expliquait à quel point c'était illisible et compagnie, dont Eugénie Bastier et autres. Dans mon souvenir, Crépuscule a été vendu à 160 000 exemplaires et téléchargé plus d'1 million de fois et entendu 500 000 fois sur YouTube. Donc la capacité... c'est pas forcément la preuve absolue. Si, la capacité, parce que c'est ça le fond de la critique, la capacité des gens à comprendre de quoi il s'agit, à ne pas faire des contresens comme penser que j'essaierais de raser Notre-Dame, ce qui est quand même assez significatif, à mon avis, est assez largement partagée et ne m'inquiète pas. Par contre, l'exigence, parce que si on prend, c'est vrai, la première phrase... qu'on est bien lu, hein. La première phrase qui commence et qui dit « Nous vivons les prolégomènes d'une guerre. S'il y aura une cause unique, la répartition des ressources imposée par la transition de notre modèle énergétique. » Je suis convaincu, en effet, que beaucoup de mes lecteurs n'ont jamais été confrontés au terme prolégomène. Mais je suis convaincu aussi qu'en leur donnant l'envie de lire et de se confronter à une prose qui n'est pas forcément celle à laquelle ils sont habitués, ils vont s'enrichir et on va apporter justement quelque chose, y compris dans le rapport à la langue française, où d'un côté, on va permettre aux gens de se décomplexer
par rapport à une littérature qui pourrait sembler plus ou moins complexe, et de l'autre, évidemment, derrière, s'enrichir et avoir une capacité à analyser de façon plus fine. Mais encore une fois, si on veut faire un débat sur le style, moi je suis prêt à faire. Qu'il y en a un qui a beaucoup moi, je parlais du style pour dire que c'était difficilement intelligible. Le style pour le style, chacun un chien, et je me fais pas juger. Il y en a, je sens qu'il l'a un peu plus apprécié que vous, maître. C'est Greg Tabibien, je me trompe? Non, j'aimerais bien faire le lien justement entre le sujet du déclassement de la France et le livre. Parce que je pense qu'il y en a un, et on l'a vu tout à l'heure, quand on est arrivé, j'ai été accosté par une personne qui était abonnée de ma chaîne, qui était... Tu te lances des fleurs, là. D'origine immigrée. Non, mais c'était très représentatif, je vais te dire le truc. Et d'origine immigrée, etc., maghrébine probablement, et qui me dit... Oh là là, mais comment vous faites marcher dessus, les Français, si on m'avait dit quand j'étais enfant, je suis là depuis que je suis petit, qu'un jour vous auriez à ce point-là plus de couilles. Et je vois énormément la façon dont on nous regarde à l'étranger, qu'il soit ailleurs ou que ce soit les gens qui sont venus ici. Quand on nous juge, en règle générale, en ce moment, c'est parce qu'on n'a pas de couilles. Et puis quand on nous respecte, c'est parce qu'on en a. Dans le même parallèle, vous aurez l'équivalent du quotidien que vous avez en ce moment en Belgique, etc. Parce qu'ils n'ont rien dit sur la retraite qu'on leur a foutue. Puis ils disent, au moins les Français, ils ont gueulé. Et est-ce que, justement, ce déclassement de la France n'aurait pas pour issue qu'on ait des couilles et qu'on le fasse, ce coup d'État-là? Parce que la France, moi, j'ai du mal. Alors, c'est une différence avec certains qui pourraient voir... Sur l'Ukraine, par exemple, tu penses qu'on a quand même plutôt une position assez tranchée? C'est tranché. Ils ont inventé un verbe en Ukraine pour dire faire un truc. Non, mais je veux dire, là, au moins l'idée de vouloir défendre Macron, mais au moins il va en frontal face à Poutine. Il va en frontal de quoi? Il dit qu'il va envoyer des chars Leclerc. Véran, il est allé à la télé, on lui a demandé pourquoi est-ce que la mascotte des prochains JO, on l'a fabriquée en France. Il dit industriellement, on peut pas le faire. Donc le mec, il dit on va envoyer des chars, mais on peut pas produire Gigi la girafe. Donc mais on se fout de ta gueule. Non, je dis, est-ce que justement, il y aurait pas... est-ce que ce coup d'État j'ai l'impression, alors c'est peut-être une forme assez romantique, et c'est peut-être moi aussi une critique que j'avais à vous faire, parfois j'ai l'impression qu'il y a quand même un espoir romantique dans la façon dont vous pensez, quand vous dites par exemple, on n'a jamais été aussi près du coup d'État à un moment, ah bon? Enfin, j'ai pas forcément l'impression que... Mais est-ce que, justement, vous pensez pas que cette nécessité, cette possibilité de survie française passe aussi... Retrouver ce respect des autres nations passerait aussi par le fait de montrer l'exemple aux autres nations du monde qu'on est capable de renverser la table et qu'ils peuvent le faire aussi. Vraiment encore répondre et ensuite et moi, je vois pas de France qui n'est pas une France monde et qui n'incarne pas les espoirs d'une sorte de classe populaire à l'échelle de la planète qui se reconnaît en nous, en fait. Parce que sinon, on finit par accepter la régionalisation de l'Europe et de renoncer à notre identité en tant que nation. Je pense que si on n'a pas de capacité à porter des aspirations qui nous dépassent, ça vaut pas la peine de faire cet effort extraordinaire qui nous amène à nous infliger, encore une fois, le comportement des élites parisiennes et ainsi de suite à tout bout de champ. Donc, rendre ça universaliste. Oui, alors juste pour répondre sur le rapport romanticisme... La meilleure réponse que j'apporte au procès en romantisme que moi-même je me fais, c'est la troisième partie, les modalités pratiques, c'est-à-dire à un moment donné, ok, très bien de dire il faut nanana, mais comment on fait? Où est-ce qu'on va? Sur quel endroit on frappe? Comment est-ce qu'on s'organise? Le rôle d'Emmanuel Macron, sur ce conflit, sur cette guerre en Ukraine, vous en pensez quoi? Mais encore une fois, qu'est-ce que vous voulez penser d'une absence de pensée? Enfin, vous voyez, on est sur une situation où il est très difficile de commenter le vide. Vous êtes sur quelqu'un qui essaye de danser sur tous les fronts en même temps, qui essaye de faire allégeance aux États-Unis et à Zelensky, tout en montrant à Poutine qu'il n'est pas si éloigné de lui. Mais en fait, du coup, ça crée une illisibilité majeure et des erreurs et des échecs comme ceux que l'on a connus lors de la visite d'État en Chine, où on se retrouve avec une commissaire de l'Union européenne qu'on essaye d'incruster en passager clandestin et qui est renvoyée à travers le contrôle de visa parce qu'on la considère comme une moins que rien et que la Chine se sent insultée. Elle l'a pas bien pris, hein. Se sent insultée à raison. Qu'en fait, une visite d'État, c'est-à-dire quelque chose qui est fait pour faire honneur à un État, à la France, qui a été toujours respectée en Chine pour mille raisons, notamment parce que suite aux révolutions, il y avait eu une reconnaissance parmi les premières de l'État chinois et non pas de Taïwan, qui était une fiction juridique absolument aberrante. Et bien tout d'un coup, on se dit, mais on vous invite, on vous rend honneur, et vous nous casez à côté de vous quelqu'un en fait qui ne représente rien, qui porte une parole qui est plutôt en inimitié par rapport à notre régime, ce que je peux entendre par ailleurs. Mais donc il y avait une sorte de leçon qui a été faite. Donc là, c'est sur l'épiphénomène, le comportement. La réalité, c'est qu'on est en effondrement
massif et particulièrement lourd et inquiétant, parce qu'encore une fois, là, on est sur de la fiction bourgeoise, c'est-à-dire, est-ce qu'on est haut, pas haut, est-ce qu'on crée de la croyance, est-ce qu'on arrive à faire rêver les gens, etc. Mais la réalité, les conséquences de tout ça, c'est notre capacité à ne pas devenir les esclaves d'autres mondes. Si on continue comme ça, si on continue à s'effondrer, on sera les exploités de la nouvelle phase de cette mondialisation. Et on va sentir très brusquement, et nos élites l'ont deviné, puisqu'elles sont passées en mode prédation, en mode pillage, pour se tirer. En fait, pourquoi est-ce que vous pensez que l'accaparement, l'avidité croissent dans cette société? Pourquoi est-ce qu'en fait cette concentration de ressources devient de plus en plus obsessionnelle? C'est tout simplement parce qu'ils ont compris qu'il n'y avait quelque part plus rien à tirer d'une France telle qu'ils nous la laissent, et qu'il fallait au maximum, par des mesures comme la taxe carburant, les réformes sur la retraite, etc., drainer les ressources que l'on produit, encore, pour les accumuler, ce qui explique que les grandes fortunes françaises continuent de croître de façon exponentielle, alors que notre capacité à bien vivre s'effondre. Et on est aujourd'hui, en France, dans un des pays où le différentiel de vie entre les classes aisées et le reste de la population, y compris les classes moyennes, est le plus grand. C'est-à-dire qu'en fait, il est très dur de vivre en France pour une très grande majorité de la population. Stella est restée très silencieuse jusqu'à maintenant. Donc et j'ai vraiment fait un gros effort là, donc j'espère vraiment que je peux... Voilà. Alors, j'ai beaucoup... Tu as compris que tu n'interromps pas, Greg. J'ai beaucoup... woman cutting ou je sais pas quoi. Je vous ai écouté tous, et surtout mon sociétaire à côté de moi, Juan Branco. Et j'ai l'impression que ce qu'il décrit en réalité, c'est un monde type Alice au pays des merveilles. C'est-à-dire que, effectivement, il y a des problèmes en France, on ne va pas le nier, à tous les niveaux de la société, mais j'ai l'impression que lui, il cible une seule partie du problème, c'est-à-dire la classe dirigeante, la classe bourgeoise dans son entièreté. Et donc, à partir du moment où ils sont à des postes stratégiques, des postes de pouvoir, forcément, systématiquement, c'est eux le problème. Et je vais faire un parallèle, j'arrive. Et donc, on se retrouve en fait dans un phénomène où, pour moi, on déresponsabilise les gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va dire, oui, Cyril Hanouna, c'est la main mise, je sais pas moi, pour abrutir les gens, si vous voulez. Mais j'ai envie de dire qu'on ne force personne à allumer sa télé et à regarder Cyril Hanouna le soir. Une comme moi, je ne le fais pas, par exemple. Donc, pour dire que c'est une chose, en fait, de dire qu'il y a effectivement des gens qui ont des postes... J'arrive. C'est juste pour dire qu'il y a effectivement des gens qui ont le pouvoir, c'est vrai, mais il n'en demeure pas moins. Et ça, c'est pour reprendre la phrase de Greg à la dernière émission, Marie-Antoinette était très confiante il y a 15 jours. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut avoir une partie de la population qui détient le pouvoir, qui peut être sûre d'elle, effectivement, qu'elle détient le pouvoir. Mais si le peuple est suffisamment informé, courageux, il peut décider de mettre fin à un pouvoir, quel qu'il soit bourgeois, qu'il soit macroniste, peu importe la forme du dit pouvoir en question, c'est une question de volonté. J'arrive, et c'est pour ça que je parle de responsabilité. Or, lui, quand il parle également de la grande... Pour faire le parallèle avec le déclassement de la France, il parle de pillage de la France et tout. À un moment donné, j'ai envie de dire, il faut assumer son passé. D'accord? Moi, je ne vais pas tout mettre en réalité en mode responsabilité de la France qui aurait systématiquement pillé. On a un point où l'histoire, c'est l'histoire, c'est arrivé, on n'y peut plus rien. Mais une fois qu'on est parti de l'histoire et que la France n'est plus en Afrique, où en sont les peuples aujourd'hui? J'ai envie de dire que si la France est parce que accepter en fait qu'on est suffisamment idiot, pardon, mais c'est l'expression, on est suffisamment idiot pour se laisser piller et pour laisser des pantans de la France à notre gouvernance et ensuite dire que voilà, on est fort, on peut se faire. Voilà, c'est ce que j'allais dire en fait, c'est qu'on parle de responsabilité. Autant Macron il a été élu en France, autant les différents dirigeants en Afrique, ils ont été élus. Et c'est la même chose, c'est la même critique que je fais au peuple français, pardon, c'est la même critique que je fais au peuple africain, c'est-à-dire que pour moi la révolution, elle n'est pas une révolution il faut chasser la classe dirigeante, c'est une révolution de mentalité des peuples. Parce qu'une fois que la mentalité du peuple change, le peuple peut maintenant décider est-ce que j'ai le dirigeant que je mérite. Je pense que pour ceux qui sont informés et qui ont lu l'art de la guerre, tous les dirigeants ont ce livre-là à la table de leur chevet comme la Bible. C'est-à-dire que les peuples en général ont les dirigeants qu'ils méritent. Donc c'est une question de responsabilité. Il y a des peuples qui on a placé aussi. Oui, mais je refuse. Moi, je refuse de voir ça. Paul Biya, il a été placé. Il n'a pas été élu. Ça, ce n'est pas vrai. Ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il a peut-être été placé effectivement pour remplacer un précédent, mais
Mais depuis 40 ans aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, il a été réélu. Et je fais partie des mouvements. Et je fais partie des mouvements qui ont essayé effectivement de travailler avec on va dire les révolutionnaires depuis la diaspora pour travailler avec. Et encore une fois, vous voulez changer le peuple, très bien. Pardon, vous voulez changer la classe dirigeante, très bien. Vous voulez renverser Macron, renverser X-président, renverser ci, renverser ça. Génial. Vous les remplacez par qui? Il l'a très bien expliqué tout à l'heure. C'était une question de développement. Oui, non, c'était une question de développement par les mouvements de Gilets jaunes, effectivement. Quand ils sont rentrés dans les différents lieux de pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils en sont ressortis. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait personne de destiné pour diriger. Que vous le vouliez ou pas, voilà, que vous le vouliez ou pas, vous renversez la classe dirigeante actuellement, il faudra la remplacer. Allez, la réponse, et dans ce cas, vous la remplacez par qui? Et puis moi, j'aimerais après demander à votre confrère aussi s'il n'y a pas un risque quand même. Non, bah là, c'est Juan qui va répondre peut-être. Vas-y, bon, alors répondrai vite si tu veux sur quoi. Moi, je trouve que j'étais le premier jour des Gilets jaunes devant l'Élysée. Et c'est qu'en fait, les gens, quand ils étaient ils étaient face à l'Élysée, alors qu'à l'époque, le Manif pour tous n'ont pas traversé les Champs-Élysées. Donc, ils se sont dit, tiens, on est arrivé à l'Élysée en espace de 5 minutes, on est face à l'Élysée, face à Place Beauvau. Déjà, les gens ne se rendaient pas compte qu'ils étaient vraiment face à l'Élysée ou face à Place Beauvau. Et ils n'avaient pas de conscience. Ils disaient, ah, tiens, on est là, comment ça se fait? Il y avait une surprise. Parce que, rappelez-vous, pour traverser les Champs-Élysées à l'époque, Manif pour tous, quand ils étaient 1 million, on l'avait refusé. Et les Gilets jaunes sont arrivés comme ça très facilement. Donc il n'y a pas eu de conscience en effet. Et il y a une seconde chose, c'est qu'à ce moment-là, rappelez-vous, les Gilets jaunes, c'était un mouvement sans leader. Il n'y avait pas de leader. Et lorsque vous voulez une prise de pouvoir... la force, c'est peut-être paradoxalement la faiblesse aussi. La force et faiblesse. Et quand il y a une prise de pouvoir, il y a forcément derrière des leaders qui font passer d'un point A à un point B et à un point C, si je puis dire. Donc c'est pas la faute de Macron, tout simplement. Juan Branco, sur ce qu'a dit Stella, une réaction? C'est vrai que finalement, on n'a pas un peu ce qu'on mérite, mais si je résume ce que disait Stella, c'est comme sur la réforme des retraites. Stella disait, la réforme des retraites, c'était inscrit dans le programme d'Emmanuel Macron. On l'a élu, voilà. Assumé. Bon. Ça, je pense qu'il va y avoir débat. Mais non, mais je pense que ça vaut pas la peine de débattre sur cette question. Mais non, mais démocratie, c'est quoi? Demos kratos, pouvoir au peuple. Enfin, je pense qu'on va tous commencer à se fendre la gueule si on commence à prendre cette question au sérieux. Mais encore une fois, la question de Macron... Il a été élu, je me trompe. Non, mais la Macronie, les élections avec 80% d'abstention, tout ça, vraiment, c'est fondamentalement indifférent, et ça montre une indifférence croissante de la part du peuple à l'égard de ces supposées élites dont elles ont parfaitement compris le rôle, à la fois l'impuissance et l'aspect purement fonctionnel, c'est-à-dire ils jouent un point de connexion entre différentes élites, entre différentes strates de la société. Ils n'ont pas de capacité en propre à générer ou à faire quoi que ce soit. D'ailleurs, s'ils l'avaient, on s'en rendrait compte assez rapidement, ne serait-ce que par effet de contraste. Donc à partir de là, la question qui se pose, c'est quel est notre rôle collectif? C'est d'essayer de donner des instruments à chacun pour que la surprise que décrivait M. Borowski, en cas de résurgence d'un mouvement révolutionnaire ou proto-révolutionnaire, ne soit plus aussi importante. C'est donc du coup identifier en amont, accroître la culture politique de ce pays qui, à force d'être gavé d'émissions de divertissement comme celle de Cyril Hanouna, de contenus TikTok, YouTube et compagnie qui sont en général fondamentalement invariants, qu'il commence en fait à avoir les instruments qui permettent de se ressaisir de leur destin. Ce livre, c'est une petite chose parmi un effort intense qui consiste à permettre une prise de conscience de notre capacité potentiellement à reprendre la souveraineté. Et après, pour décider quoi? Pour répondre à la question de l'incarnation, on appartient à des familles politiques fondamentalement différentes, chacun ici. Moi, j'ai pas du tout les mêmes positions que vous avez sur un certain nombre de sujets de société. Et on pourrait... La question, c'est pas de décider... Je finis là-dessus. La question, c'est pas de décider au nom du peuple. La question, c'est comment est-ce qu'on s'assure que la population française retrouve une capacité de décision par elle-même. Et à partir du moment où ça arrivera, on pourra s'engueuler, se disputer sur tel sujet et prendre des ordres. Mais au moins, on sentira que ce sera notre décision et que ce sera la société qui, après ces délibérations, arrivera... Il faut d'abord prendre le pouvoir. Il faut d'abord, pour le redistribuer. Uni. Eh ben, tu pour le redistribuer. Parce que j'aimerais quand même bien avoir l'avis aussi d'Ilan Slama sur ce livre que vous avez lu, mais cette fois pas sur le plan du style, sur le plan juridique. Est-ce qu'il est dans les clous? Sur le plan juridique, honnêtement, moi je vais vous dire... puisque l'édition... non, mais je vais vous dire, moi j'ai choisi d'être avocat, pas procureur. Donc je vais pas là m'ériger, si vous voulez. Je vais pas soutenir l'accusation. Des choses, ça. Bah non, mais ça veut dire que je vais pas soutenir l'accusation, c'est pas mon métier, c'est pas ce que j'aime faire. Et parce que moi je trouve que intellectuellement, pourquoi pas. Maintenant, si la question c'est est-ce qu'il existe un risque, pourquoi pas. À mon avis, pas tant pour Juan Branco, ou en tout cas s'il y en a un pour lui, il avait l'air tout à l'heure de dire... D'appel à l'insurrection, c'est pas non, mais que de toute façon, si jamais il était poursuivi, c'est presque des procédures bâillons et que finalement on cherche à faire le taire. Donc moi je trouve que s'il y a du courage, c'est
plus pour l'éditeur qui peut encourir les mêmes risques que pour Juan Branco, qui à mon avis a déjà intégré ce risque-là et qui d'ailleurs peut-être, mais ça j'en sais rien, ça fait peut-être partie d'une stratégie. Mais justement, en termes de stratégie, et c'est peut-être une deuxième contradiction que j'ai pointée, mais vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi, là où je trouve qu'il y a peut-être une faiblesse, c'est qu'en fait, vous donnez presque... voilà, en fait, c'est marqué manuel insurrectionnel. Mais à partir du moment où vous publiez... Ça, c'est quand même sacrément fort, quand même. C'est assez fort. C'est assez fort, et je l'ai dit, je pense qu'il y a un risque, mais encore une fois, je ne suis pas procureur, je ne vais pas soutenir l'accusation, c'est pas mon rôle. Bah, jusqu'à présent, il n'y a rien. Je rappelle à vos services. Si c'est Joe le Gilet jaune qui avait édité ça sur Internet et qu'il y en avait 3 millions qui s'écoulent, je suis pas sûr qu'il prend pas un truc. Ah oui, non, mais en plus, on a vu ces derniers temps des gens qui font des pancartes et qui se font interpeller chez eux, etc. Mais bon, c'est pas sûr. Je défends d'ailleurs les Gilets jaunes qui a traité d'ordure Emmanuel Macron. D'ailleurs, d'arrêtés qui ont été pris sur le fondement de l'antiterroriste. Bon, il y a tout ça. Mais moi, ce qui en termes de stratégie, ce qui m'interroge, c'est que vous donnez en fait un mode d'emploi, mais à partir du moment où ce mode d'emploi est publié. Et à partir du moment où vous donnez les lieux, les personnes, et effectivement, il y a des choses, parfois, vous dites qu'il faut prendre en otage certaines personnes, qu'il faut neutraliser d'autres personnes en donnant des noms. Bon, mais à partir du moment où vous donnez les lieux, les adresses, les dates, il faudrait faire ci, faire ça, vous donnez d'une certaine manière à votre ennemi le mode d'emploi, ce que faire, et vous perdez en fait tout le bénéfice de la surprise, et vous donnez tout le bénéfice de ce qui pourrait être fait. Donc même d'un point de vue stratégique, à supposer qu'on vous suive, je m'interroge sur la pertinence et l'opportunité de ce procédé qui consiste à donner à vos adversaires. Alors la réponse. Il n'y a pas de surprise, la méthode est la même depuis 30 000 ans. Je suis pas sûr qu'il. Je réponds là-dessus. En tout cas, s'ils ne le connaissaient pas, maintenant ils le connaissent. C'est une question importante et intéressante. Mon pari, c'est que la diversité des lieux qui sont mentionnés et la faiblesse de l'appareil répressif, contrairement à ce qu'on pense dans ce pays. C'est-à-dire que vous vous souvenez de Gérald Darmanin au plus fort des manifestations contre les retraites, donc avec près de jusqu'à 3 millions de personnes. Dire que votre pari, c'est pas d'aller en prison pour se vous poser en victime. Non, mais pardon, je vais être un peu Nelson Mandela français. Non, attendez, donc je finis. Dans ce moment de tension la plus absolue, on se retrouve avec un ministre de l'Intérieur qui, très fier de lui, un coq comme ça, arrive devant les médias et dit « on va mobiliser 15 000 membres des forces de l'ordre. 15 000 membres des forces de l'ordre face à des millions de personnes. Quelle est leur capacité réelle à endiguer un mouvement qui se serait décidé à devenir insurrectionnel ? Évidemment, si c'est pour cadrer une manifestation qui va de République à Nation, ça, je peux vous assurer que c'est assez facile. En effet, il suffit de bloquer de deux côtés sur chaque croisement et vous les amenez à bon port avec quelques coups de lacrymogène, de matraque et autres, ça marche très bien. Par contre, dès le moment que vous avez, comme c'est dans le cas dans ce texte, au total, une centaine de lieux qui eux-mêmes se diffractent, donc plusieurs centaines d'endroits à protéger en même temps, dans un contexte révolutionnaire ou insurrectionnel, c'est-à-dire où vous avez à la fois des manifestations populaires massives, disons type Gilets jaunes, et en même temps des gens qui, dans des petits groupuscules, 6-8 personnes, c'est pas plus que ça, commencent dans l'ensemble du territoire à aller à tel endroit, à tel autre endroit, tout de suite, voilà, en ce moment. Provoquer un sabotage ici, ainsi de suite. Ils sont finis. Donc mon pari, c'est évidemment conscient de la difficulté que vous soulevez, c'est que la diffraction que ça va produire va en fait, au contraire, les déstabiliser, et que la meilleure façon de les déstabiliser, c'est d'en amont créer une sorte de rhizomatique comme ça extraordinairement large qui en fait, ils peuvent pas mettre un policier ou une brigade derrière chaque endroit. Vous voyez ? Non, mais vous dites par exemple à un moment, là il y a qu'un seul grillage. Je sais plus c'est quel ministère ou quel truc, il y a qu'un seul grillage, donc finalement c'est facile de passer parce qu'il y a qu'un seul grillage. Ouais. Bah ça, ils vont dire, ah bah oui c'est vrai, pas bête, il y a qu'un seul grillage. Alors s'ils sont intelligents et s'ils ont les moyens, en effet, ils vont aller essayer de sécuriser chaque endroit. endroit. De mettre, surtout avec, vous voyez vous savez sans doute ce qu'ils sont en train de faire avec les Jeux Olympiques, ça veut dire mettre en face la reconnaissance faciale, etc. Et donc prévoir plus de répression et plus de systèmes automatisés. Lorsque vous dites qu'il y a qu'un seul grillage, donc c'est facile de rentrer, c'est pas une question de. On va prendre un exemple. J'en ai pris un au hasard. Oui, mais vous prenez au hasard, prenez le mien, celui où vous dites qu'il y a qu'un seul grillage. Non, parce que je me souviens plus lequel c'est, mais ça revient au même, je pense. Le point de vulnérabilité ciblable sur l'artère Normandie-Sud étant les postes en Carville, Seine-Nord et Marais, bon, ça c'est Marais-Vernier, Seine-Sud. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous écoute qui va dire « Ah tiens, ça m'intéresse, c'est près de chez moi ». Peut-être qu'ils vont pouvoir sécuriser celui-là. Mais si vous lisez avec un peu de curiosité et d'intelligence ce texte, vous allez, à partir du point d'indication que j'ai donné ici, le poste de pilotage ou le container de mareinage qui correspond en effet à cet endroit-là, vous dire « Ah tiens, mais est-ce qu'il n'y en a pas un autre ?» qui soit près de chez moi. Alors du coup, vous n'allez pas au bout du truc. Parce que là, vous le dites là, donc c'est bien pour ceux qui regardent. Parce que moi, ça, vous l'avez pas écrit. J'en ai donné encore une fois, comme on disait, une centaine, mais c'est ce que je disais sur le fait qu'en fait, derrière, ça se démultiplie. Et en fait, il y en a plusieurs centaines par ricochet à partir de cette base
que j'ai donnés ici et qui, à mon avis, sont facilement trouvables pour ceux qui... donc, il est le... Si vous pensez... faire un cadastre de tous les points clés des aéroports, de tous les machins. Le point, il est pas... L'idée, c'est de dire quels sont les points de vulnérabilité de façon systémique, au sens structurellement parlant, pour faire tenir un pouvoir, pour alimenter, par exemple... Bon, j'aimerais qu'on n'aborde pas trop quand même, ça va être l'objet du second débat. J'aimerais revenir à l'influence de la France. C'était ça un petit peu au début, le sujet du débat. Mais parce que c'est une question intéressante. Mais par exemple, quand vous arrivez à identifier les endroits qui alimentent en énergie, en eau et compagnie, les beaux quartiers, les ministères parisiens, et qui sont en fait à des dizaines de kilomètres de là-bas, c'est que vous n'avez pas besoin de vous retrouver coincé dans le triangle d'or parisien pour en effet produire un effet. Eh bien, ce point-là, en fait, il consiste en général déjà en une succession de points, parce que c'est soit des canalisations, soit des oléoducs et compagnie. Et donc déjà, c'est compliqué à protéger dans son ensemble. C'est des points qui ne peuvent pas être protégés en permanence pour différentes raisons, parce qu'il n'y a pas de structure autour, parce que c'est au milieu de la cambrousse et ainsi de suite. Et donc, surtout, aussi, c'est le dernier point, vous créez une forme de tremblement en face, en se disant, s'il faut qu'on se mette à couvrir chaque... Par contre, ce à quoi j'appelle, c'est à faire attention à la bêtise qui est celle des appelistes, donc de mes copains du Comité Invisible et compagnie, qui consiste à dire le dimanche après-midi, on s'embête avec ma copine, on va prendre une voiture et on va foutre un truc sur un caténaire pour arrêter le trafic SNCF, avec pour résultat d'embêter 500 personnes et de s'en tenir là, parce qu'évidemment c'est réparé dans les 48 heures. Non, tout ça c'est déjà à préparer, à réfléchir en amont, et c'est dans un cadre de mouvement populaire large, dans un moment où justement on se retrouve potentiellement à un moment insurrectionnel, cette fois, encore une fois, être prêt. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire et ainsi de suite, que ce sera nécessaire de le faire, mais être prêt à potentiellement pouvoir le faire. Juste pour clore cette première partie, ce premier débat, avant de revenir au second débat où on abordera plus en détail le sujet que vous abordez justement, est-ce que vous pensez comme Éric Zemmour que la France elle est en train de disparaître sur tous les plans, Juan Branco ? Alors pas du tout pour les mêmes raisons qu'Éric Zemmour, voire de façon opposée, mais faites le même constat, mais pas pour la même raison. Ce qu'on note sur l'Afrique de l'Ouest, pour en revenir, parce que j'ai passé beaucoup de temps dessus, c'est non seulement un effondrement de l'influence directe et compagnie, mais c'est aussi tout simplement un effondrement de du français, de la francophonie. Vous voyez, et ça, c'est des signes qui ne trompent pas. C'est quand vous retrouvez, non plus seulement sur Bolloré a vendu ses ports en Afrique de l'Ouest, on peut être content, pas content, qu'importe, il y a une perte d'influence pratique, c'est derrière un rapport culturel, une distanciation culturelle croissante, qui, elle, est le dernier symptôme, c'est-à-dire que vous êtes vraiment au bout du processus lorsque vous en arrivez là. Et ça, on est en train de le noter de façon croissante, et à mon sens, de façon désolante, parce que ça s'accompagne d'une uniformisation, parce que derrière, c'est les États-Unis qui récupèrent une partie de l'influence, parce que les Russes, ils envoient quelques mercenaires pour essayer de récupérer un bout du morceau en payant quelques influenceurs, mais ça ne produit pas d'effet d'échange culturel et compagnie. Et c'est pour ça que quelqu'un comme Sonko au Sénégal, c'est pour ça que j'ai accepté de prendre sa défense, mais aussi ce que vous disiez sur on a les dirigeants qui nous méritent, par exemple, que l'on mérite, pardon. Les Sénégalais nous donnent, à mon sens, au quotidien aujourd'hui, une grande leçon. Parce que, pourquoi ? Ils ont été capables de mener à bien des révoltes extraordinaires pour essayer de protéger leurs candidats, pour essayer de protéger sa capacité à les représenter et donc à partir de là à porter leurs aspirations. Il a un discours souverainiste qui est mesuré, c'est-à-dire il n'est pas contre la France, il n'est pas pour la Russie ou quoi que ce soit, il essaye juste de permettre au Sénégal de profiter de cette nouvelle donne, et il est dans une situation où les gens ont compris qu'il était particulièrement précieux pour eux. Il a balancé, je crois, une affaire de viol aussi. De viol en 2021. Je crois même qu'il a fait de la prison à cause de ça. Et ça a provoqué des manifestations. Ouais, manifestations énormes de jeunes. 14 personnes sont mortes parce qu'il y a eu des tirs à balles réelles et les gens ont continué à manifester. Vous voyez, et ce niveau de courage qui dit on ne lâche pas. Et on ne lâche pas celui qui est en train de s'exposer pour nous, de prendre des risques pour nous, parce qu'il est en train de porter. Ça, c'est une leçon que l'on doit intégrer par rapport, en effet, à ces formes de passivité que vous décriviez, de renoncement qu'il peut y avoir, ou de distanciation par rapport aux politiques, où on sent peut-être qu'il n'y a pas. On n'a pas pris conscience, et c'est là où je suis en désaccord avec vous, on n'a pas pris conscience de l'enjeu existentiel encore. C'est pas qu'il n'existe pas, c'est qu'on est dans une situation où les Français ne se rendent pas compte qu'ils sont au point de se retrouver dans une situation d'asservissement. Et moi, je pense que c'est dramatique dans ce cas si, effectivement, après tout ce que les différents peuples en question, c'est-à-dire les différents peuples invoqués dans nos débats, c'est-à-dire le peuple français ou le peuple africain, enfin, je ne veux pas trop généraliser pour l'Afrique, parce que l'Afrique, c'est littéralement un continent comparé à la France qui est un pays. C'est ça le drame, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous subissez un certain nombre de problèmes, que ce soit économiques, sociaux, et j'en passe, violence et tout ce que ça englobe en fait dans le quotidien, et que vous ne réussissez pas à prendre conscience, pour moi, je ne sais pas quel électrochoc il faut en fait pour vous faire prendre conscience. Et maintenant, quand effectivement, pour parler du... Vous pensez que ce livre, il va participer ? Non. Ça concerne les Français, c'est différent. C'est pas des conscientisations. Et pour parler du déclassement de la France, en effet, je pense que le fait justement de ne pas avoir
démanteler les mensonges qui avaient été dits, d'avoir laissé faire, parce que justement, il y a eu, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais d'une certaine manière, vous contribuez aussi à ce que, avec le discours de ils ont pillé ci, ils ont pillé ça, vous contribuez aussi à une certaine culpabilisation des Français. Aujourd'hui, ce n'est pas que la France, en tant que place géographique qui est détestée, mais littéralement toute personne qui a une carte d'identité nationale française et qui est français. Et ça, même quand on parle, même quand on se retrouve ailleurs. Et donc, la question est de savoir, est-ce qu'effectivement, il ne fallait pas, pour la France en général, essayer de modifier la structure du discours pour amener les gens, non pas à s'attarder dans l'histoire, mais à avoir une espèce d'avenir, pas en tant que, je sais pas moi, colon et colonisé, mais en tant que partenaire, par exemple. Et ça, c'est une clarification qui est très importante à deux niveaux. C'est très important, d'une part, parce que justement, ce qu'on essaie de faire, par exemple, avec Sonko, avec Kémy Séba, avec toute une série de personnes qui se battent, que ce soit sur le continent africain ou ailleurs, je pourrais vous parler du travail qu'on fait avec l'Espagne, avec des pays d'Europe et ainsi de suite, c'est l'idée de se dire, OK, comment est-ce qu'on sort de ces rapports entre élites dont ne profitent ni les populations françaises, ni les populations des pays étrangers avec lesquels la France fait alliance, en tout cas avec leurs élites. C'est-à-dire qu'on a le pillage, parce que moi je considère que c'est un pillage, qui a été mis en œuvre par la France pendant un certain nombre de siècles. Pardonnez-moi, Bordeaux, Nantes, c'est quand même inscrit muséalement, c'est-à-dire que les bâtiments du centre de ces deux villes sont le fruit des ressources qui ont été tirées non seulement de la colonisation, non pas tant de la colonisation, mais de l'esclavage et donc de la destruction de millions et de dizaines de millions de personnes. Peut-être, mais la France ne s'arrête pas à Bordeaux et Nantes. Et c'est ce que j'allais dire. Et par contre, c'est les bourgeoisies de ces pays, de ces territoires, qui ont bénéficié de cette traite, qui ont bénéficié de ces mécanismes de pillage. Et les Français, notamment les Gilets jaunes, aujourd'hui, sont dans une lutte de résistance à ce pillage, de la même façon que les populations d'autres pays avec lesquels il faut qu'on s'allie sont en résistance par rapport à ces élites qui sont en train d'essayer de créer des pressions. Et c'est comme ça qu'on sort du discours victimaire, c'est comme ça qu'on sort du discours sur la culpabilisation et ainsi de suite, et qu'on rentre dans un rapport de force où on se dit, maintenant on s'émancipe, on arrête avec ces mécanismes où on va tirer profit grâce à telle multinationale, on va essayer de piller un peu ce qui va permettre de redistribuer aux actionnaires français. Non, on sort de là et on se dit comment est-ce qu'on se resouveraineise chacun, comment est-ce qu'on recrée des alliances peuple à peuple, comment est-ce qu'on évite de tenter de faire de l'un l'esclave de l'autre, et au contraire, on essaie de se renforcer mutuellement à travers des alliances culturelles notamment. C'est-à-dire que notre espace naturel, c'est l'espace qui a été, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, un espace francophone qui reste culturellement lié à nous d'une façon ou d'une autre. C'est pour ça que quand vous avez la chance, et c'est l'erreur de l'Élysée, parce que l'Élysée avait envoyé une délégation au Sénégal 3 jours avant ma venue pour convaincre Macky Sall, le président, de me faire expulser à mon arrivée, parce qu'ils avaient peur de la rentrée. Non, c'est pas, je crois, ça a été dit, éprouvé par la presse locale, et évidemment par mes clients qui m'ont donné tous les éléments là-dessus. Et donc, pourquoi est-ce qu'ils sont dans cette situation-là ? Parce qu'ils voient bien, ils se trompent complètement, ils ne voient pas que Sonko, en l'occurrence ce candidat, c'est pour vous donner un exemple. On a l'impression de parler du Sénégal, mais c'est pas qu'ils sont. On a des échanges entre l'Élysée et ces gens-là qui disent attention, vous ne rentrez pas pour avocat comme celui-ci, ou comme sur mon instruction, on va revenir sur. Vous avez un texte, mon histoire de viol par exemple. Vous avez quand même un bouquin publié par mes arcs-ennemis, c'est-à-dire les journalistes du Point et du Parisien, qui expliquent être allés rencontrer la conseillère justice. Ça s'appelle Ministère de l'Injustice, c'est chez Grasset, donc un éditeur qui est pas complotiste, qui est pas susceptible de m'être favorable. Et ils disent. Bah non, il édite même au cœur du complot de Rudy Rest. Ils vont voir la conseillère justice de Macron à l'Élysée, Hélène Davot, et elle leur dit qu'elle a été informée en amont de ma mise en examen. Et que c'est évidemment elle qui a servi de source pour le rendre public à tout le monde, mise en examen qui ne peut qu'être décidée par un juge d'instruction théoriquement indépendant, et une fois qu'il a entendu la personne concernée. Et donc là, l'Élysée est informée en amont de cette audition et de cette décision que je vais être mise en examen. Donc, savoir si l'Élysée s'intéresse à moi ou pas, je pense que la question, franchement, elle est presque déplacée dans les circonstances telles qu'elles existent aujourd'hui. Bon, en tout cas, on clôt ce premier débat. Avant d'aborder le second, justement, on va parler de sujets explosifs, donc de prendre, exercer le pouvoir. On termine avec ces caricatures, ce premier débat d'Ignace. Donc tout d'abord, la première, elle vous concerne, vous, Juan Branco. Bien armé contre l'oligarchie mondialiste, il est de retour sur Bistro Liberté. Branco 2. Prêt à faire la révolution. Révolution capillaire, hein, assez fort. Hein, merci. On me dit dans l'oreillette que après les critiques de voilà. Greg Tabibian, le déclassement de la France le met en pétard. Je suis pas content. Bravo, on peut l'applaudir, hein, Ignace, au passage. Mike Borowski, le plus franchouillard.
Des Polonais, oui, parce que c'est vrai, tu es d'origine polonaise, on a trop tendance à l'oublier. Greg m'a donné des cours d'intégration avec le verre, évidemment. Ah, mais tu bois de l'eau aujourd'hui. Charles Mathieu, je crois que Greg n'a plus de vin. Éric Morillo, il ne cesse de revendiquer notre identité sur Bistro Liberté et je commence à avoir de la bouteille. Merci, Ignace. Stella Kamga, haute en couleur pour défendre celle de la France. Joli. Pour toi, Stella. Et enfin, Dylan Slama veut la protection de nos frontières contre l'invasion comorienne. Je suis prêt à mouiller le maillot. Joli aussi. Voilà pour vous. Voilà, merci beaucoup. On applaudit Ignace. On se retrouve dans un instant pour l'interview confession. Alors, l'interview confession, on peut applaudir en effet, bien sûr, Ignace et tout le public encore ici présent. Alors, c'est très simple, des questions très courtes, des réponses tout aussi courtes, d'autant qu'on est un petit peu à la bourre. Première question. Quel personnage historique aimeriez-vous être ? Oh, vous me posez une question. Là, en plus, vous me prenez de but en blanc. Moi, j'ai un grand respect pour les figures insurrectionnelles ou révolutionnaires qui ont notamment participé à l'émancipation d'un certain nombre de peuples. Donc, il y a Blanqui en France au XIXe siècle. Il y a des figures beaucoup plus radicales que celles qui font plus consensus, comme Malcolm X ou un certain nombre de Black Panthers aux États-Unis, qui ont eu beaucoup de courage, je pense, dans une période qui était particulièrement difficile, notamment parce qu'on leur opposait des figures plus consensuelles pour essayer de les écraser, et parce que par ailleurs, ils faisaient l'objet d'une répression de la part de contournée, justement, d'appareils de renseignement, ainsi de suite. C'est très intéressant de lire leur mémoire, parce qu'on voit l'énergie qu'ils doivent mettre pour faire face à des accusations toutes plus loufoques les unes que les autres, et comment ça les divertit peu à peu de la lutte. Ça fait qu'une grande partie de leurs interventions tourne autour d'eux au lieu des enjeux de fond qu'ils... Et ça, c'est quelque chose que j'ai connu avec Julian Assange, qui est particulièrement délétère, parce que du coup, derrière, les gens commencent à dire « Ah oui, mais il a un ego extraordinaire, parce qu'il n'arrête pas de parler... » Alors qu'en fait, vous êtes juste en train d'essayer de réagir, de répondre et de rétablir un minimum de dignité. Et ça, en fait, ça vous isole, ça vous enferme, et c'est très compliqué d'éviter ce genre de manœuvre. Deuxième question. Quel est le livre qui vous a le plus marqué dans votre vie ? On va reprendre Les Misérables, parce que vraiment, ça joue une fonction de... J'invite vraiment tout le monde à le lire, parce qu'on a l'impression qu'on sait de quoi il s'agit, on a l'impression... Et en fait, quand on plonge dans cette prose, sa radicalité, sa beauté, et à la fois son actualité, franchement, c'est... Donc, lisez Victor Hugo, même si ça a l'air complètement dépassé. Écoutez-le en livre audio, parce que je sais que c'est de plus en plus difficile d'avoir l'attention suffisante pour le lire. Et ça peut être une solution pour ceux qui n'ont pas pris un livre depuis longtemps. Troisième question. Quel trait de caractère détestez-vous par-dessus tout ? L'hypocrisie, vraiment. L'absence de rapport à la sincérité et a fortiori à la vérité. Quelqu'un en particulier vous a déçu à ce sujet-là ? C'est permanent. Dans une situation comme la mienne, vous êtes toujours confronté. Là, par exemple, c'est vraiment anodin, mais c'est assez révélateur. Le monde diplomatique devait faire paraître une recension sur le texte. Ils avaient adoré, ils devaient faire une pleine page et compagnie. Et ils n'ont même pas osé nous prévenir que finalement, ils avaient dû renoncer. Vous voyez. Donc, c'est des petites choses comme ça, mais qui forment la laideur du quotidien dans ces moments-là et qui tout simplement vous dégoûtent un peu avant que d'autres rencontres vous permettent de respirer un peu. Allez, avant-dernière question. Quel est l'événement qui a changé le cours de votre vie ? Alors, on avait parlé la dernière fois, donc j'ai peur d'avoir la mauvaise réponse, mais il y en a plein, mais je pense que les rencontres amoureuses sont fondamentales, jouent des rôles extraordinaires. Je pense qu'avoir été accusé de viol par une femme avec qui je m'étais partagé en douceur, en confiance, avec qui je m'étais ouvert dans mon intimité, qui avait passé la nuit avec moi, avait dormi à mes côtés et est parti le lendemain en m'embrassant pour le surlendemain m'accuser de ça. Je pense que c'est quelque chose qui m'a marqué et que j'oublierai jamais. Ouais. Dernière question. Où vous voyez-vous dans 10 ans ? Oh, si je tiens jusque-là... Je vois Stella qui rigole. À vos côtés. Enfin, franchement, je ne sais pas trop... Avec son livre, moi, je dirais en prison. Avec Julien. Le plus proche possible de vous. Voilà, c'est tout ce que je peux répondre aujourd'hui. Eh bien, écoutez, en tout cas, on vous applaudit. On se retrouve dans un instant pour le second et dernier débat de la soirée. Comment et par qui est exercé le pouvoir ? Qui gouverne réellement en France ? Pourquoi et comment prendre le pouvoir ? Solitude et narcissisme sont-ils les caractéristiques de l'exercice du pouvoir ? Voilà, alors ça y est,
Nous y sommes. Ce second débat qui promet, je pense, d'être particulièrement animé, parce que ça, je le vois, les sociétaires n'en peuvent plus, ils ont envie de vous harceler de questions, donc il recoupe évidemment très largement votre dernier livre intitulé, on le rappelle, donc Coup d'État aux éditions, donc Au Diable Vauvert. Alors la première question que j'ai envie de vous poser dans ce second débat, elle est très large, Juan Branco. Qui gouverne réellement en France aujourd'hui? Le président de la République, est-ce qu'il a encore un réel pouvoir d'influence sur les politiques menées? Il a un immense pouvoir, comme on peut le voir, parce qu'il arrive à faire travailler toute une société 2 ans de plus sur une décision qu'il a prise seul dans son coin. Par contre, c'est un pouvoir qui lui est délégué, à la fois par la passivité du peuple français en rapport à lui, et aussi également par toutes les forces qu'il va coaguler, qu'il va essayer de concentrer. C'est quelque chose que j'avais mis dans mon texte contre Macron, qui était une sorte de tentative d'interprétation anthropologique de ce qui allait amener. J'annonçais en fait la violence de Macron en juin 2017 dans ce texte, et qui pour moi était le fruit de son incapacité à comprendre sa fonction, c'est-à-dire non pas un homme tout-puissant capable de trancher sur tout et d'orienter la société là où il voulait, mais au contraire, dans la Ve République, quelqu'un qui est censé concentrer en fait un consensus à travers des alliances de pouvoir et ainsi de suite. En tout cas, pardon, Juan Branco de vous entendre, mais dans ce contexte, les choses sont claires. Vous appelez clairement à une véritable insurrection. Moi, j'aimerais avoir le regard des sociétaires sur cet appel au coup d'État autour de ce bistrot. D'abord, est-ce que c'est pas un peu border donc Non, mais c'est pas. En réalité, l'insurrection, elle est légale lorsque vous la gagnez. Lorsque vous gagnez un combat, c'est légal. Bon, c'est-à-dire si Juan Branco la perd, elle sera considérée comme illégale. Alors, le droit est l'instrument du politique, toujours. Alors, je la connais pas par cœur, j'imagine que vous la connaissez, mais il y a un très célèbre article de la Déclaration de 1783, de 93 exactement, qui dit de mémoire, lorsque le peuple est menacé, alors l'insurrection devient le plus imprescriptible des devoirs, etc. C'est très beau. Ce n'est pas dans notre droit français, mais c'est vrai que c'est une belle déclaration. Bloc de constitutionnalité, disons. C'est pas la guerre civile. Mais pas du tout, on est dans une situation de guerre civile larvée. Comment on prend le pouvoir aujourd'hui en République? On le prend au pouvoir soit par l'élection, mais malheureusement, l'élection est pipée. Pourquoi est-ce qu'elle est pipée? Parce que mais toi, tu crains pas le retour de la violence, tout court, même en politique. Mais pourquoi pas? Parce que je vais vous dire une chose. L'élection, faut avoir au moins 15 millions d'euros de budget, déjà. Deuxième chose, il faut venir des partis, parce que la Constitution est faite pour que ce soit la droite ou la gauche ou le centre de gouvernement qui soit élu. Donc, il faut faire partie de ces partis pour avoir aussi les 500 signatures. Aujourd'hui, pour avoir les 500 signatures, c'est quasi impossible parce que les maires sont tenus par les agglomérations et les communautés de communes. Surtout que c'est plus anonyme. Voilà. Ensuite, pour faire une campagne, il faut être connu, il faut avoir une notoriété auprès du grand public. Et malheureusement, les médias ne la donnent pas parce qu'ils parlent de cette fameuse équité, mais il n'y a pas d'égalité de temps de parole. Donc, les candidats qui se présentent, type Asselineau, des gens comme ça, ne sont pas connus du grand public parce qu'ils n'ont pas d'égalité de temps de parole avec les gros candidats. L'égalité ne vient que 15 jours. Donc, en réalité, l'élection, c'est comme si vous êtes le Red Star, vous jouez à 5 joueurs. Il y a des règles. Hein. Attendez. Et que vous jouez face au Real Madrid, qui eux sont 11. Donc, vous ne pouvez pas gagner que vous êtes le Red Star à 5 contre 11 joueurs. Je réponds, mais ensuite j'ai une question pour Juan Branco. Mais je trouve qu'Emmanuel Macron, pour le coup, est un contre-exemple. 2 ans avant qu'il soit élu, personne ne le connaissait. Il est parti. C'est pas un contre-exemple. Tous les médias ont 2 ans avant, il était inconnu. Mais pour répondre à la question des médias, il y a quelque chose que il n'y a pas que ça. Il y a aussi le budget. J'ai parlé du budget. Il a reçu son budget de 15 millions d'euros. Oui, mais vous avez dit 2 choses. Vous avez dit, 1, la notoriété, il n'en avait pas. 2, le parti, il n'en avait pas. Ouais. Bon, mais en tout cas, pour Juan Branco, parce qu'à un moment, il parle justement du pouvoir des médias. Il a eu les partis avec lui. Juan Branco parle dans son livre, par exemple, du pouvoir des médias qui ont la possibilité de placer tel ou tel individu. Et il dit, par exemple, Éric Zemmour a été placé par le bon soin de Bolloré qui a voulu, comme si c'était le fait du prince. Alors, c'est même pas la question du résultat, c'est aussi la question que, avant d'être placé, c'est quelqu'un qui vendait énormément et donc il y avait un soutien populaire de par les audiences et de par aussi les ventes. Pas du tout. Maintenant, il avait 1,5 million de personnes qui le regardaient. C'est pas quelle audience. Il a muté par 3, qu'on aime ou pas, il a muté par 3 audiences. Attendez, vous dites une chose. Moi, je veux parler à Juan Branco et j'ai quelque chose à dire par rapport à son livre. Je connais des militants reconquête de Bretagne, par exemple, qui allaient tracter pour Éric Zemmour et en Bretagne, on disait mais c'est qui ce gars-là? Mais c'est normal. Alors, vous savez, excusez-moi. Non,
je vous ai tous écouté, mais à un moment donné, prenez un paquet de mouchoirs et donnez à Mike, en fait. Parce que si je comprends bien, le mec est en train de pleurer parce qu'on ne connaît pas X ou Y candidat, mais c'est normal. Tout ce qui se passe à Paris, généralement, ne sort pas de Paris. C'est pour ça que le programme... C'est pour ça que... Laisse-moi terminer, s'il te plaît. C'est pour ça que le programme, à la base d'Éric Zemmour, ne parlait pas à quelqu'un qui vit dans le Finistère. Éric Zemmour, il va parler de grand remplacement parce qu'il vit dans Paris. Non, je suis désolée, c'est pas du tout... Non, encore une fois, on parle... C'est la dose... Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Laisse-moi terminer. On parle de la dose qui fait le poison. Un mec du Finistère, il va voir 2-3 Noirs et 2 Arabes dans sa communauté. Ce ne sera pas la même chose qu'un Parisien qui vit dans Paris et qui... Non, donc encore une fois... Attends, si, contrairement à toi, peut-être, j'ai fait beaucoup de villes en France. Tu peux pas me dire ça. Moi, tous les week-ends, pendant un an, tous les week-ends, moi, je suis allée et sur ce sujet-là, j'ai probablement fait plus de villes que toi. Si, c'est sûr. Il suffit de dire du bien de Macron et de Zemmour, on est sûr de se faire taper dessus. Moi, j'ai une question pour Juan Branco sur ce sujet-là qui rassemble à la fois la question des médias et à la fois aussi peut-être la question du pouvoir. Moi, je pense que le pouvoir, il est dans les mots. Et vous l'avez bien compris, parce que vous avez une phrase avec laquelle je suis totalement d'accord, page 82. Dire de quelqu'un qu'il est républicain revient aujourd'hui à dire qu'il est des nôtres. Voilà, donc c'est une espèce de mot. On adoube Est-ce que la phrase est bien écrite? On adoube quelqu'un, sauf s'il va me dire dans 2 minutes qu'en fait ça veut dire l'inverse. Mais en tout cas, cette phrase-là, je l'ai bien comprise. Donc, lorsqu'on dit quelqu'un il est républicain, on l'adoube, ça veut dire qu'il est des nôtres. Et je trouve qu'il y a un même mécanisme, c'est de dire aujourd'hui de quelqu'un qu'il est d'extrême gauche ou d'extrême droite, c'est l'inverse. Il suffit de dire de quelqu'un qu'il est d'extrême droite ou d'extrême droite, et c'est une manière de dire qu'il n'est pas des nôtres. Et là, cette fois, vous tombez dans le piège, parce qu'un peu plus tard dans le livre, vous dites, voilà, tel média, telle personne est d'extrême droite, et vous savez très bien que qualifier, c'est disqualifier. Et donc, ce que vous rejetez comme un argument en disant, faut arrêter de dire républicain par républicain, parce qu'il y a une forme de manipulation, vous êtes manipulé lorsque vous-même, vous dites extrême gauche, extrême droite, pour disqualifier. Donc là, vous vous faites avoir par les mots, et vous vous faites avoir au piège que vous dénoncez avec le mot républicain, mais dans lequel vous tombez lorsque vous parlez d'extrémisme. Bon, l'émission a beaucoup changé. Vous pensez réellement qu'il est réellement possible de reprendre le pouvoir par la force en France? Alors, je vais essayer de... C'est la question. Je vais essayer de répondre à ce que j'ai entendu. Je crois fondamentalement qu'une rupture révolutionnaire est possible dans ce pays si on s'organise, si on arrête en effet de s'en tenir à des assertions romantiques et qu'on commence pragmatiquement à s'organiser, chacun à l'échelle, et surtout si on découvre que chacun d'entre nous, même si on n'habite pas dans les beaux quartiers, même si on n'habite pas dans les grandes métropoles, avons à portée de main des cibles qui peuvent être identifiées et qui peuvent contribuer à cette bascule. Et ça, ne serait-ce que le savoir, je pense que c'est un instrument extraordinaire d'émancipation. Parce que ça nous soulage déjà psychiquement en se disant, mais en fait, on peut reprendre en main notre destin. Et après, la question, c'est est-ce qu'on est prêt à aller jusque-là? Est-ce qu'on est prêt à aller jusque ce que je propose, je suggère dans cet ouvrage? Et ça dépendra du rapport de chacun à la situation politique actuelle. Je suis convaincu, ces moments de guerre civile, je suis convaincu que contrairement à ceux qui ont pensé qu'une réforme des retraites pouvait suffire en elle-même à provoquer une insurrection, que c'est une erreur, qu'en effet on ne fait pas la révolution juste à cause d'une réforme ponctuelle. Et même si ceux qui ont commencé à brûler des poubelles et compagnie ont peut-être une intuition juste, ils ont une intuition juste sur le fait que quand il n'y a plus de possibilité de discussion, eh bien il faut rétablir un rapport de force. Ils se sont trompés sur à la fois les modalités et sur le moment d'agir. Quand vous avez une manifestation, on l'a déjà dit, mais qui va vers les marges de la capitale au lieu d'aller vers des centres de pouvoir, tout ce que vous allez faire en y participant ne va faire qu'à contribuer à dissiper le rapport de force. Du pouvoir, les Gilets jaunes, ils ont été, sur le point de provoquer une bascule, et 2, eux, ils ont obtenu quelque chose. Attendez, ils ont obtenu des milliards. L'Élysée a tellement eu peur qu'ils ont créé une barrière au Faubourg Saint-Honoré, c'est vrai, qu'il n'y avait pas avant, et du coup, si, c'est vrai. Mais c'est une réalité. Ils ont mis une sorte de barrière, une sorte de barrage avec le reste de la rue. C'est vrai, et ce qui est vrai par ailleurs, c'est qu'un hélicoptère avait été prépositionné pour évacuer Emmanuel Macron la veille de l'acte 4. Donc la modalité d'accès au pouvoir, elle est insignifiante. On se fiche de la façon dont on arrive au pouvoir. La question c'est est-ce que vous réussissez à produire un pouvoir qui est soit représentatif, si vous croyez dans la démocratie représentative, soit qui est redistributif, c'est-à-dire qui rend le pouvoir et la capacité de décision
aux populations, c'est ça l'enjeu si vous êtes démocrate, si vous êtes sincèrement démocrate. Dans ce cas, où est la limite en fait de l'insurrection? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, je l'entends, je ne suis pas en train de vouloir défendre Macron ou quoi que ce soit. Moi, je suis quelqu'un de régalien. Donc où est la limite? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, admettons, tout le monde est contre Macron. Il faut le destituer, il faut faire une révolution. On fait une révolution, on enlève Macron. Et après, je prends un exemple tout bête. Et après, demain, le prochain qui arrive et qui fait les choses et qu'on n'est pas d'accord, on fait quoi? Une autre révolution? En fait, où est la limite? Greg veut dire Page 29. Cela fera justice à l'humanité. Se débarrasser de nos maîtres et de leurs héritiers consistera à abattre ceux qui ont construit un modèle inégalitaire qui, dans un premier temps, aura reposé sur l'atroce et ahurissante dévastation de pans entiers de l'humanité. Ok. Alors, si... C'est pas mal écrit, non? Une question. C'est bien. J'aurais mis la virgule ailleurs. Enfin bon, bref. Non, mais sérieusement, du coup, vous croyez au contrat social? Est-ce que c'est pas un mot qui est censé désigner une inversion? Alors, je vais faire le girardien, d'accord, ok, très bien. Mais une inversion mimétique dans laquelle ceux qui étaient les derniers deviennent les premiers et on est perpétuellement la parole du Christ. Condamné exactement à refaire le même sacrifice. Parce que la paix, on l'obtient, très bien, elle ne dure qu'un temps et ensuite on recommence. Justement, une fois qu'elle est faite, la révolution, comment on garantit cette fois-ci, contrairement aux 2700 fois d'avant, que la bourgeoisie qui a fait la révolution ne maintient pas le pouvoir et ne le garde pas? Déjà, on ne fait pas confiance à la bourgeoisie, on ne lui donne pas les instruments de faire la révolution à notre place, ça c'est quand même fondamental. On commence par la faire nous-mêmes, on se prépare même parce si on l'a fait nous-mêmes, même si on l'a fait nous-mêmes, si on sort de l'utopie valésienne, le pauvre est forcément vertueux et va établir un truc. Forcément. On se donne les instruments de garder le pouvoir, ça c'est quand même la grande réflexion des Gilets jaunes. Comment est-ce qu'on sort du régime représentatif? Comment est-ce qu'on n'arrête pas? Comment est-ce qu'on arrête de dépendre de personnes qui vont décider en notre nom? C'est quand même le point de départ. Et ensuite, le politique, le pouvoir corrompt. Et il corrompt quoi qu'il arrive. On évite que ça rebascule. Mais on ne l'évitera pas. On va gagner du temps. On va s'offrir un moment de respiration pendant lequel on va réduire la corruption. On respire 2 mois et puis ensuite ça 2 mois, recommence. des années, mais c'est ça la vie. La vie, c'est vous grandissez puis vous dépérissez. Il y a un moment donné. Il n'y a pas de modification profonde institutionnelle qui permettrait de garantir que cette fois-ci, jusqu'au moment, les lendemains chantent un peu plus longtemps. J'adore, je vais reprendre l'exemple du Sénégal. Macky Sall avait fait une réforme pour avoir 2 mandats, et maintenant il va se représenter une 3e fois. C'est-à-dire que vous avez mis une norme qui vous empêchait de vous représenter, à un moment donné vous décidez finalement cette norme ne s'applique plus, et vous la changez. Rien, ça aussi, le droit, la règle ne vous protégeront jamais absolument. Ce ne sont que des instruments, et ce n'est que le rapport de force qui vous permettra de vous protéger. Par contre, si vous avez une prise plus importante sur les moyens de production, sur les moyens de répression, donc c'est quoi les moyens concrets qui permettent de garantir qu'une fois ce renversement fait, plaçons-nous dans l'après coup d'État. On ne retombe pas dans la création d'une nouvelle bourgeoisie, d'une nouvelle oligarchie. On revient. Mais tu auras forcément une nouvelle bourgeoisie. Mais évidemment que si. Mais dans ce cas, à quoi ça sert en fait? À quoi ça sert de commettre un assassinat politique de la 5e République? C'est l'histoire du monde et des sociétés. J'aimerais l'inviter répondre, s'il te plaît, Mike. S'il te plaît, Mike. Attends, c'est notre classe sociale qui prend le droit sur d'autres classes sociales. Maintenant, Juan Branco, voilà, le coup d'État a eu lieu. Quelles sont les premières mesures qu'il faudrait prendre pour rendre le pouvoir au peuple? On passe au tutoiement, on parle d'assassinat politique, ce plateau. Non, assassinat politique de la 5e République. J'ai fini ma phrase, pitié. Bon, Juan Branco, on reprend un peu la parole, si c'est possible. Voilà, donc, le coup d'État, on est dans une politique fiction, on en revient au second, au texte précédent qui s'appelait... Vous êtes à la tête de l'État, c'est ça? Non. Mais non. Moi, j'avais, au moment des Gilets jaunes, en fait, la procédure politique, et je pense que c'est quelque chose là pour sortir de cette dialectique, comment est-ce qu'on fonde une nouvelle société et comment est-ce qu'on recrée un sentiment politique? Le point de départ, c'est s'interroger chacun sur 2 points. Le premier, quel rôle j'aimerais jouer dans un processus politique ou révolutionnaire? C'est-à-dire, moi, j'aimerais, à ma façon, contribuer à un changement vers un mieux de la société, soit en protégeant des gens, soit en relayant des informations qui nous approchent de la vérité, soit en commettant un sabotage dans tel ou tel, soit en manifestant. Je vais prendre plus ou moins de risques selon ma condition sociale. Ça, c'est Attendez, j'arrive. Premier point. Deuxième point, plus important, quel est le rôle que j'aimerais jouer ou que j'aurais aimé jouer dans une société idéale? Si on m'avait donné la possibilité de répondre à mes aspirations profondes. Moi qui suis médecin, est-ce que j'aurais pas aimé être jardinier? Moi qui suis mécanicien, est-ce que j'aurais pas aimé être universitaire, avoir du temps pour penser, et ainsi de suite? Dans l'idéal, de quoi est-ce que j'aurais rêvé pour moi et pour mes enfants? Premier point. Et après, deuxième point, qu'est-ce qu'il aurait fallu changer au sein de la société
pour me permettre de vivre ça? Et est-ce que ce changement, il était factible? Et qu'est-ce qu'il aurait fallu sacrifier pour me permettre d'accéder à cette position? Et au contraire, qu'est-ce que ça aurait apporté à la société? Et quel équilibre je dois trouver? Et si on commence chacun d'entre nous à réfléchir à partir de cette coordonnée qui peut sembler très individuelle, et que l'on commence à confronter nos perspectives les uns vis-à-vis des autres. Ben moi, j'aurais aimé ça. Ah oui, moi, j'aurais aimé ça. Mais attends, mais si tu avais fait ça, moi, ça m'aurait empêché de faire ci. Qui gouvernerait si moi, ce nouveau régime que vous appelez de vos voeux, donc on arrive. Et donc ça, c'est le point de départ sur ce sentiment politique. Et après, pour en revenir à abattre l'ennemi, donc le texte qui précède celui-ci, comment est-ce qu'on organise ce pouvoir politique? Comment est-ce qu'on factuellement, on arrive à transformer l'État et ainsi de suite? Moi, j'ai toute une série de propositions, au-delà des réformes institutionnelles dont on a parlé, dont il faut reparler à chaque fois. RIC, mandat impératif et révocatoire, tirage au sort, etc. Créer un certain nombre de fonctions, notamment un exact équivalent de l'exécutif, qui serait un défenseur du peuple, vous voyez, qui aurait des fonctions extraordinaires, notamment juridictionnelles. Il faut faire élire les juges et les magistrats pour qu'ils aient une légitimité populaire, pour qu'on cesse d'avoir des petits marquis qui, parce qu'ils ont réussi un concours à 20 ans, se croient légitimes en toute indépendance, entre guillemets, mais c'est-à-dire juste en reproduisant leurs habitus de décider des vies des uns et des autres. Il faut qu'on ait de la même façon des contrôles démocratiques sur ceux-ci, donc la possibilité de les révoquer. Il faut même aller jusqu'à... C'est pour ça que je vous parlais d'un guignol de la République, qui est institutionnalisé des fonctions de subversion du pouvoir, c'est-à-dire le tourner en dérision en permanence pour alléger la violence qu'il peut susciter. Et donc, vous construisez en fait un édifice comme ça, moi je l'ai fait sur plusieurs dizaines de pages, propositionnel, à partir de ce que j'ai vu avec les jeunes. Et après, à chacun d'entre nous de réfléchir, est-ce qu'il faut changer d'échelle, se retrouver à l'échelle communale un peu plus, parce qu'on est sur un moment, par exemple, de rupture technologique majeure, avec ce qu'on appelle la transition écologique, moi j'appelle énergétique. On passe de la civilisation du charbon, puis du pétrole et du gaz, à celle de l'électricité, avec cette phase de transition qui était le nucléaire, qui en France a eu le rôle que l'on sait. Eh bien, l'enjeu fondamental, il est double. D'un, est-ce qu'on va être capable de produire en propre les moyens de production électrique? Parce que l'énergie est à la base de tout. Tout en fait, notre civilisation est fondée sur son modèle énergétique. Donc, est-ce que nous-mêmes, on va avoir les moyens de production de cette énergie, de cette électricité? Et si c'est le cas, nécessairement, ça va provoquer une décentralisation du pouvoir. Parce que, en fait, on ne va plus dépendre de grosses structures qui permettent d'importer le gaz, d'importer le pétrole, qui justifient l'existence de l'État-nation, et qui, peu à peu, en fait, on va être capable de s'autonomiser et de produire, à des échelles plus locales, nos propres moyens de subsistance, avec potentiellement à terme la réémergence de cités-États et ainsi de suite. Et donc, il faut se préparer aux conséquences politiques qui vont s'imposer à nous du fait de ces ruptures technologiques et énergétiques. Et ça, en fait, moi, je ne crois pas à l'idée que le modèle politique impose un changement de société. C'est l'inverse, c'est des transformations des modèles économiques, productifs, qui vont à leur tour... Stella, j'aimerais faire intervenir Stella, qui n'a pas beaucoup parlé. Stella. Donc, moi, c'est très bien. Moi, j'adore la plupart des propositions expliquées. Mais comme je pense, avec Greg d'ailleurs, on a un véritable problème dans comment éviter le retour à la case départ. Parce qu'effectivement, on peut aujourd'hui penser à des cités émergentes, des cités-nations et tout, mais est-ce que ce n'est pas non plus dans ce qui est un ensemble, créer des mini-pouvoirs qui, à leur échelle locale, vont oppresser, vont faire asseoir une forme de dictature aussi sur les populations locales. Parce que c'est ça le problème. Moi, je veux bien qu'on fasse toutes les révolutions que vous voulez, mais si c'est pour revenir à la case départ, juste pour gagner une espèce de temps pour souffler, mais ça aurait été au prix de quoi, en fait? Au prix des gens qui se seront sacrifiés pour revenir à la case départ? Quel est l'intérêt? Il faut se méfier des idéalistes et des utopistes qui vous promettent le paradis sur Terre, qui vous promettent de vous permettre d'accéder au bonheur. Bizarrement, c'est ce que tu fais. Non, c'est l'inverse. La vie est dialectique. On sait très bien qu'en fait, il y a des mouvements de purge nécessaires. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une violence accumulée, et je pense que c'est le cas aujourd'hui au sein de la société française, qui amène la société à s'entre-dévorer. Moi, je ne suis pas du tout d'accord, par exemple, avec l'approche de M. Borowski en ce qui concerne la centralité des questions relatives aux minorités sexuelles et compagnie, par exemple. Par contre, je suis convaincu qu'on est dans une société qui est dans un rapport de crise majeure dans le rapport au désir, dans le rapport à l'autre, considéré entre l'homme et la femme, ou entre, qu'importe le genre. Mais en tout cas, et du coup, sur sa capacité à se régénérer. Le niveau de solitude, de destruction de liens que produit cette société aujourd'hui, d'isolement vraiment et de souffrance psychique, qui est générée par l'organisation telle qu'elle est mise en œuvre aujourd'hui.
au sein de la société par des modèles politiques et économiques, elle est majeure. Et cette souffrance-là, elle a besoin d'être purgée parce que sinon, elle est en train de créer des violences qui s'accroissent et qui ne sont peut-être pas immédiatement visibles politiquement parlant. On n'est pas, encore une fois, aujourd'hui encore, dans une situation de guerre civile explicite. À mon sens, on est dans une situation de guerre civile larvée. Mais ça nous amène à nous attaquer à notre prochain. Ça amène les violences sexuelles à s'accroître. Ça amène les violences conjugales à s'accroître. Ça amène en fait une forme de haine à s'emparer du pays et de détestation de l'autre qui est extraordinairement dangereuse. Et il faut purger ça. Et comment est-ce qu'il faut purger ça? Par un modèle de société, par une transformation du modèle de société qui passe par une rupture et une révolution. Est-ce que ça va nous amener à un monde absolu dans lequel on sera heureux pour toujours? Pas du tout. Est-ce qu'on va abolir la corruption pour toujours? Pas du tout. Par contre, il y a aujourd'hui, au cœur du pouvoir, au sommet de la société, des personnes qui sont fondamentalement laides et génératrices de laideur, qui ont assis leur pouvoir et leur émergence sur la corruption et sur la violence, et dont il faut se défaire et qu'il faut sanctionner pour une raison très simple, parce que sinon ils servent de modèle au futur et à nos futurs dirigeants. Et il crée un effet mimétique, pour reprendre les termes Gérard. Dylan Slama, moi j'aimerais savoir juridiquement, et j'aimerais bien qu'on me réponde là-dessus, quelle est encore une fois, j'ai pas bien est-ce que c'est légal ce bouquin? Non mais voilà. Non mais c'est ça la question. Poser la question. Et si ce livre, pardon Juan Branco, mais je pense que votre éditeur, je n'arrête pas de la reposer, je la reposerai encore. Voilà. Qui est la fille d'une grande Marion Mazory, qui est la fille d'un des plus grands historiens de la Révolution française. Et je pense que c'est pour ça qu'elle a osé. Manuel insurrectionnel. Il y a une prise de risque évidente dans ce livre. Juan Branco le sait très bien. D'ailleurs, d'une certaine manière, je pense qu'il l'espère un petit peu. Il s'en vante un petit peu d'ailleurs dans le livre de dire Berger a porté plainte contre moi pour le précédent, etc. Donc je pense que de son point de vue à lui, il y a, vous voyez, tout à l'heure, il s'est un petit peu vanté. Vous voyez, on essaie de me faire taire. Il y a des procédures contre moi, même pour viol. Enfin, moi, j'ai pas envie de parler d'affaires en cours, mais si vous voulez, je pense que chez Juan Branco, il y a une certaine satisfaction à se dire qu'on pourrait le poursuivre là-dessus. Mais je suis désolé pour lui, je pense pas qu'il ira en prison, même si jamais on peut lui reprocher ce livre. Je pense que le risque est plus pour l'éditeur, en tout cas le risque juridique, parce que politiquement, peut-être que Juan Branco, il trouve son compte. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans ce livre, il y a d'une certaine manière une déclaration de candidature. Alors, pas une élection, mais il y a une déclaration de candidature. Vous l'avez mis en ligne, ce livre, ou pas? Un rôle. Et d'ailleurs, non, mais alors, je pensais pas du tout qu'il s'en défendrait, parce qu'à plusieurs moments, vous dites, la personne compte, vous dites quand même je un certain nombre de fois, et même quand vous dites pas je, vous dites nous, mais on comprend que le nous, c'est le jeu. Vous parlez de vous dites que parfois, il faut une figure. J'avais pas l'impression que vous vous défendriez du fait que vous aimeriez avoir un rôle. Et d'ailleurs, tout à l'heure, vous disiez le jardinier va être universitaire, etc. Moi, vous m'avez fait penser un peu à Robert Linhart dans ce livre, vous savez, qui a écrit L'établi. Ça veut dire le bourgeois qui d'un coup se veut ouvrier et mener une espèce de fronde syndicale. Alors vous, c'est différent, mais c'est le bourgeois, et pour le coup, je crois pas que vous vous défendiez de cet adjectif-là, et dans ma bouche, c'est pas une insulte, mais qui se veut en tout cas jouer un rôle qui sorte de celui que sociologiquement on aurait pu attendre de lui. Non, moi je pense vraiment que j'ai pas l'intention de devenir ouvrier, pas particulièrement. Mais révolutionnaire. C'est le premier point. Deuxième point, je suis désolé d'avoir commis le péché d'avoir mis quelques jeux dans mon texte, ou des nus. Je vous reproche pas. Des nous. Je vous dis juste à l'heure, vous parlez d'hypocrisie. Je vous dis ne le soyez pas et assumez votre ambition, qui est saine d'ailleurs. Non, alors justement, une ambition qui est saine. Non, c'est une réflexion qu'on a eue pendant les Gilets jaunes, justement. Et en fait, j'avais pas fini mon raisonnement tout à l'heure sur quel rôle on aimerait jouer chacun. Et moi, je l'avais dit publiquement, je me verrais bien en procureur de la nation pour mettre en prison un certain nombre de personnes, en l'occurrence ces oligarques, Xavier Niel et compagnie. Un avocat procureur. Ah bah non, on bascule du coup. Oui, on passerait de l'autre côté. Et on avait pensé à ces remblais qui est à Place de la Concorde, qui est comme un lieu éminemment symbolique, où il y a eu la guillotine un temps. Je parle de la guillotine à un moment d'ailleurs, en réfléchissant sur pourquoi... faut trancher la gorge. Pourquoi les classes bourgeoises ont eu à ce point peur de la guillotine et de la peine de mort, et pourquoi en fait, contrairement à ce que l'on pense, elles l'ont abolie non pas pour essayer de faire progresser l'humanité, mais parce qu'elles craignaient qu'elle se retourne contre eux, comme pendant la période révolutionnaire. Et donc moi, je me défais un peu de ces stigmates-là, et je me dis que Place de la Concorde, dans ces remblais où il y avait des activités de prostitution au 19e siècle, dans ces fosses et quelques arbres fruitiers, on aurait pu mettre un peu de plexiglas, vous voyez, et enfermer là les maîtres de notre pays qui, en ce moment, nous humilient. Quelques années, vous voyez, en gros, c'est 30 ans de prison à Fleury ou 3 ans à vous faire marcher dessus par les populations. C'est évidemment une provocation, mais ça permet en fait de subvertir cette sorte d'intimidation que l'on nous a mis en œuvre, où en gros, à travers ce discours, en effet, légaliste, conformiste, où il ne faut absolument pas qu'il y ait de violence en politique, alors que la violence en politique, elle est quotidienne. Il y a 15 000 personnes qui meurent chaque année, selon une étude de l'INSERM, du fait des politiques qui nous ont amenés au chômage de masse. On ne parle même pas de la précarisation par l'intérim et compagnie. Il y a 15 000 personnes qui meurent chaque année des effets directs des décisions qui sont prises par nos politiciens. Et vous, quand vous dites qu'il faut trancher la gorge de ceux qui chercheraient à s'y opposer,
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut trancher la gorge, c'est ça qu'il faut s'y opposer. Guillotine. Non, parce que pour le coup, j'ai lu la phrase est claire, mais pour une explication de texte, qu'est-ce que ça veut dire? Avancer armé de cette force pour trancher la gorge de ceux qui chercheraient à s'y opposer. Oui, et la phrase d'avant et la phrase après? Je peux tout lire. Non, mais allez-y, mais c'est important. Mais non, bien sûr. Constituer un peuple, s'y offrir, puis avancer armé de cette force pour trancher la gorge de ceux qui chercheraient à s'y opposer, faire rendre gorge à ceux qui chercheraient à en profiter, à qui trahirait. C'est quand même violent. Hein. Donc c'est ce qu'on appelle. Oui, c'est pas vous piéger. Hein, non, mais c'est important. C'est important. Pourquoi? Parce que même en lisant tout, ça reste tranché. Quel est le point de départ? C'est constituer un peuple, c'est-à-dire vraiment nous constituer en force par rapport à des personnes qui aujourd'hui nous font sentir parfaitement impuissantes parce qu'elles ont le contrôle sur les relais de visibilité, sur les médias, sur les forces électorales qui font qu'on est en difficulté à imaginer qu'un jour on aurait la souveraineté suffisante pour les renverser. Ça, c'est le premier point et c'est essentiel parce que dès le moment qu'on conçoit qu'on n'est pas seulement sur le registre de la supplique, de la plainte, et c'est ce qui fonde ma critique de François Ruffin, vous voyez, comme quoi le lapsus, en épilogue, et de quelques autres figures qui se veulent de la gauche de la supplique. C'est-à-dire qu'en gros, ils sont en demande. Ils sont en demande et dans l'aspiration que le pouvoir leur attribue quelques miettes pour se sentir mieux. Moi, je suis en débectation par rapport à ce rapport aux politiques. Je souhaite une souverainisation du peuple. Je souhaite que le peuple puisse s'affirmer comme une force puissante qui soit capable de faire trembler ceux qui fassent. Je me désintéresse de mon sort personnel dans un rapport ou dans une situation où ce que j'essaye de faire, c'est de donner des instruments qui permettent au peuple de retrouver sa dignité. Après avoir été humilié et sali par ces années à la fois discursivement et politiquement en termes de décision par ce pouvoir, je n'ai que faire des conséquences que cela pourra avoir sur moi. La question qui se pose maintenant, c'est comment est-ce que vous remettez en position de établir un rapport de force par rapport à ces gens-là. Et pour cela, il faut évidemment mettre en œuvre une forme à la fois discursive et effective de... En l'occurrence, moi, je prône le sabotage, je prône des déstabilisations du pouvoir en face. Trancher la gorge, c'est une image, évidemment. C'est une image littéraire. Le texte tel que vous le lisez, c'est une image. Et d'ailleurs, je l'explicite dans le texte. Je ne crois pas à la violence. Je ne crois pas à la violence sur les corps. Réfléchissons sérieusement. Si vous voulez faire une révolution, si vous n'êtes pas, encore une fois, un petit con, pardonnez-moi, de bourgeois du 6e arrondissement qui dit « il faut faire la révolution, le monde n'est pas sympa, il faut faire le bien pour le peuple ». Comment vous faites? Si vous annoncez qu'il faut prendre des préfectures. Il faut être conséquent. À un moment donné, derrière, il faut évidemment qu'il y ait une capacité à faire trembler le peuple et pas qu'on vous envoie le pouvoir prendre au corps. Et qu'on vous envoie prise d'otage. Je ne le touche pas à ce corps. C'est quand même pas la même chose. Non, je ne le touche pas. Vous êtes très concret dans le livre. Comment vous faites pour prendre en otage sans... Je le contrains. Quand vous mettez quelqu'un en prison, vous ne touchez pas son corps, justement. Vous ne le torturez pas. Non, vous ne le torturez pas. Vous ne l'exécutez pas. Vous ne le blessez pas, vous ne touchez pas le corps. Moi, je vais souvent en prison, je vous le dis, les détenus sont souvent touchés, ils sont menottés. Précision sémantique, vous le contraignez. Et donc, pardonnez-moi. Contraigné par la force physique sur un corps, je vois pas, elle est... Non, mais ça m'intéresse parce que... Attends, cette distinction, je la trouve un peu, excusez-moi. Elle est fondamentale. Et ça m'intéresse parce que c'est ce qui nous fait sortir du Moyen-Âge pour entrer dans une civilisation moderne. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en train d'affecter le corps, de le blesser, de le torturer. Vous ne pouvez pas matériellement prendre en otage sans s'en prendre au corps avec une contrainte physique. Vous le contraignez. Et la contrainte physique, en effet, de la contrainte. Contrainte physique sur le corps. Attendez. Donc la question qui se pose, c'est maintenant, si on se contente de dire on va prendre des préfectures, vous amenez la population à se faire sacrifier parce qu'elle va se prendre dans la foulée immédiate le GIGN, le RAID, les CRS 8 et compagnie. Et donc la question, c'est comment est-ce que vous créez les conditions pour protéger les vôtres, pour ne pas les amener à la boucherie et pour commencer à réfléchir effectivement à une capacité à établir ce rapport de force et provoquer cette bascule. Mais alors, c'est là où on voit la différence aujourd'hui entre la droite et la gauche. Et pour le coup, moi je suis un gars de droite, mais j'ai envie d'être parfois de gauche, vraiment. C'est que la gauche, ils vont au carton, alors que nous à droite, on est là, oui, mais vous comprenez, si on casse une vitrine, un ceci et cela. Et au final, qu'est-ce qui se passe? C'est la gauche qui gagne. C'est la gauche qui gagne. C'est toujours au final la gauche qui gagne. Ouais. Mais bien sûr que si. Quand la gauche a gagné? Mais la gauche, ça fait 200 ans qu'elle gagne. Attends, parce que toi t'es dans le déni, Emmanuel Macron est d'accord. Et le coup d'État 58 dont vous parliez, c'est la gauche ou la droite? Mais c'est la République, c'est la gauche. C'est la gauche, que vous le vouliez ou non. Monsieur Borowski, la République, c'est la gauche. Et c'est toujours la gauche qui gagne. Monsieur Borowski, c'est soit-disant les Lumières, la République des Lumières qui gagne. C'est la même gauche qui veut la droite à la base. Il n'y a pas de médias de gauche, il n'y a pas de... Le général de Gaulle est de gauche. Monsieur Borowski. Ah oui, non mais là je suis d'accord avec mon camarade de droite. Allez faire un peu de sciences politiques, les amis. Allez faire un peu de sciences politiques. Allez, Borowski, on s'est rencontrés. On en a du boulot, il faut qu'on fasse de la science.
il faut qu'on voit des révolutions. On s'est rencontrés parce que j'étais l'avocat de monsieur Juvin Brunet, qui n'est pas quelqu'un, a priori, que je sache, de gauche. C'est plutôt quelqu'un qui appartient à un camp nationaliste de droite. Et j'ai décidé de le représenter pour une raison très simple. Le combat qui est le mien aujourd'hui consiste, encore une fois, à rendre la possibilité au peuple français de récupérer les instruments de sa souveraineté, qu'ils soient de droite ou de gauche. Vous voulez ensuite vous entredéchirer sur les questions queer, LGBT et compagnie, allez-y, mais ce n'est pas le... Là, on est sur une question... Ah non, ça, j'en parle pas de ça. Ça, je m'en fiche aujourd'hui. La question, elle est en amont. C'est quelle est notre capacité à chacun d'entre nous de pouvoir peser sur ces débats et de pouvoir orienter ceux-ci, non pas du fait d'intérêts qui nous sont imposés par des personnes qui cherchent à accaparer le politique pour des raisons privées, mais pour créer un bien commun et refaire société. C'est dans un second temps que les questions de migration, de sexualité, de genre et compagnie pourront se poser une fois qu'on aura reconstruit une base saine, saine médiatiquement, électoralement, en termes de prise de décision démocratique, calorique et compagnie. Et seulement dans ce moment-là, on pourra dire la gauche, la droite, avec ce que recouvreront à ce moment-là ces termes. Parce que si on parle aujourd'hui de la gauche, pardonnez-moi, est-ce que Cazeneuve est de gauche ? Enfin, vous voyez, c'est des questions qui aujourd'hui sont quand même difficiles à identifier du fait, ça me paraît de répondre à la question que vous aviez posée, comme quoi, sur la question extrême droite, extrême gauche, vous dites que je dis que Bolloré, que Zemmour, que Bolloré pousse un agenda extrême droite et que je dénonce à cause de ça. Non, je dénonce la prise oligarchique sur l'espace politique, qu'elle soit de droite, de gauche, d'extrême droite ou d'extrême gauche. Ça m'indiffère. Ce qui m'insupporte, c'est qu'on essaye de manipuler les gens à travers des fausses divisions en jouant à travers des puissances de l'argent. Vous oubliez qu'il y a de l'audience et il y a des ventes derrière. C'est le seul. Il y a des ventes, mais on pourrait rentrer dans un débat infini sur Éric Zemmour. Moi, je peux vous dire, pendant 20 ans, le Gugus, il a eu une visibilité extraordinaire grâce au Figaro et qui appartient à Dassault, qui lui-même, en fait, est complètement dépendant des contrats qu'il signe d'armement avec le pouvoir, ce qui, en retour, l'a amené à investir dans les médias, à racheter l'Empire Hersant pour pouvoir peser sur ses pouvoirs et ainsi de suite. Donc, on peut basculer et dire, bah oui, dans ces conditions-là, quand vous avez toutes les semaines une chronique bien exposée dans le Figaro, c'est sûr que vous construisez un public. Et c'est sûr que n'importe quelle personne qui aujourd'hui nous écoute, alors même qu'elle pourrait avoir les capacités intellectuelles et en termes d'élaboration de porter une parole public, hein, non mais attendez, qui pourrait porter une parole qui fascine les gens, eh bien ils ne se voient pas offrir cette possibilité-là. Et c'est ça le problème aujourd'hui. C'est qu'une grande partie de la population française n'a tout simplement pas le droit à la parole. Et c'est là-dessus qu'il faut se battre fondamentalement. C'est l'enjeu, à mon avis, de notre siècle. Et vous croyez que la France a en elle, les Français en eux, cette capacité? Et bien sûr, à la fois la passion... Regardez la réforme des retraites, mais j'ai l'impression que ça, au final, ça a passé crème, non? Mais on avait fait une émission en janvier. Non, mais ça va pas crème. Ça va pas finir par passer crème. Monsieur Morillo. Je te pose la question. Oui, crème, non. Au final, Monsieur Morillo. Est-ce qu'on avait fait une émission en janvier où vous m'aviez posé cette question et je vous avais dit, si j'étais le pouvoir, au vu de la forme des manifestations, je ne craindrais pas et j'irais jusqu'au bout. En janvier, vous vous souvenez, on a eu cette émission ensemble et on l'a dit, évidemment que la modalité de contestation qui a été mise en œuvre a amené à cette impasse. Et pour ça, il faudrait réfléchir au rôle des syndicats. Il faudrait réfléchir à l'instrumentalisation qui a été faite de ces questions-là. Il faudrait réfléchir à beaucoup de choses dans un moment où il y a une passation de pouvoir, à la CGT, à la CFDT, enfin, vous voyez tout ce que ça peut produire en termes de surenchère artificielle, ce qui amène, il faut réfléchir à pourquoi est-ce que M. Berger demande un délai de décence. Ce qui montre que fondamentalement, il n'est pas opposé au pouvoir, qu'il a juste envie, en fait, de jouer, parce qu'il est en train de construire un héritage. Et en fait, le reste l'indiffère complètement. Il s'en fiche complètement de savoir que les Français vont devoir travailler 2 ans de plus, ou parce que la réalité de cette réforme, c'est pas ça. C'est juste que le niveau moyen des retraites va se réduire, parce que quasiment personne en France ne travaille jusqu'à 64 ans, déjà jusqu'à 62 ans. Donc en fait, l'objectif, c'est juste de réduire un peu plus les ressources qui sont redistribuées aux Français pour les mettre dans une situation qui va permettre d'accaparer des ressources du côté des... Donc bref, qu'importe, mais on peut rentrer dans la phénoménologie des mouvements contestataires. Je pense que là, la situation, elle est beaucoup plus critique et qu'elle nous exige de sortir, de ces querelles de chapelle qui me semblent secondaires, voire distrayantes, au sens négatif du terme, c'est-à-dire qui nous dévient des enjeux fondamentaux auxquels on est confronté, et de réfléchir à comment nous, dans les positions de privilège qu'on a, c'est-à-dire chacun d'entre nous, on a un accès plus ou moins important à des fenêtres qui nous permettent de nous exprimer auprès d'un certain nombre de personnes, comment est-ce qu'on peut contribuer à rendre une partie de ce privilège et permettre aux gens de s'émanciper. La France et les Français sont des gens particulièrement éduqués, notamment politiquement. Ils ont une capacité de réflexion et de pensée extraordinaire. Les Gilets jaunes, encore une fois, l'ont montré. En quelques semaines, ils ont tout de suite compris ce qui s'était joué. Personne dans les médias n'avait compris que la taxe carburant était une arnaque.
Personne dans l'espace politique ne l'avait dénoncé. Tout le monde avait gobé le discours d'Édouard Philippe qui consistait à dire oui, mais c'est pour financer les dispositions écologiques. Les Gilets jaunes ont tout de suite compris, se sont révoltés, et j'ai découvert, grâce au Macron Leaks, qui avait été publié par Wikileaks, un échange de mails entre Alexis Collère, secrétaire général du gouvernement, et Laurent Martel, conseiller fiscal d'Emmanuel Macron, qui disait que cette taxe carburant n'avait qu'une fonction, financer le CICE, c'est-à-dire des exemptions en faveur des actionnaires. Et que contrairement à ce qu'ils nous avaient vendu pendant des mois, et ce que les médias avaient gobé, ce que les politiciens avaient gobé, ce n'était pas pour financer la transition écologique, mais pour accroître les ressources des plus favorisés, que cette taxe avait été mise en œuvre. Et ça, les Gilets jaunes, sans que personne ne leur ait dit, sans que personne ne leur ait expliqué, ils ont d'eux-mêmes compris l'entourloupe et ils se sont révoltés. Et donc il faut faire confiance en cette force populaire, en la capacité du peuple à simplement défendre ses intérêts. On arrive au terme de cette émission. Sincèrement, vous y croyez à cette révolution ? Mais elle est nécessaire, et je pense que chacun le ressent. Qu'elle soit nécessaire, c'est une chose, c'est votre opinion. Elle est nécessaire, elle le ressent, et donc c'est à chacun de s'engager. C'est à nouveau le rôle de textes comme celui-ci, c'est de donner des instruments qui permettent à chacun, à son échelle, de se mobiliser pour permettre de produire cette rupture et de sortir de l'étau dans lequel on est inscrit. Il est accessible en ligne, ce texte, ou pas ? Et on l'a mis gratuitement. Enfin, des gens ont fait l'effort immédiatement de le scanner et de le mettre gratuitement. On l'a relayé, on a créé un petit Attention, un petit QR code. Compliqué. Oui, voilà. Mais pour ceux qui justement s'intéressent pas, pour ceux qui s'intéressent pas, vous gagnez pas d'argent avec. Je réponds à cette question. Pour ceux qui ne s'intéressent pas à l'analyse politique, ils aillent directement au chapitre 3, qui est les modalités pratiques. Et sur la question de gagner de l'argent, mon éditeur gagne beaucoup d'argent. Le livre est vendu 20 € par livre, et nous, on a un pourcentage en tant qu'auteur entre 8 et 14%, comme tous les auteurs, donc quelques dizaines de centimes d'euros par livre, c'est pas l'enjeu, et c'est clairement pas la raison d'application de ce livre qui, comme vous le dites, produit un certain nombre de risques, en particulier pour l'éditeur. Et peut-être pour vous, accessoirement. Merci Juan Branco, ce sera en tout cas le mot de la fin. Merci en tout cas d'avoir accepté cette nouvelle invitation dans Bistro Liberté, fortement animée, on a pu le constater. On termine avec ce dessin d'Ignace. L'agitateur Juan Branco est très fort. Je ne sais pas ce qu'est la révolution, je suscite la révolution sur le plateau de Bistro Liberté. Non, c'est toi, tu es trop bourgeoise. Je ne sais pas à qui ça s'adresse, sans doute peut-être à ma chère Stella. Voilà, en tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne fin de soirée. On remercie toute l'équipe de Bistro Liberté, emmenée par le réalisateur Raphaël Daudeville, produite par Arnaud Soyer. On remercie Marine au cadre, Boris, Mathilde, Maxime, sans oublier également Pierre au son qui a dû pas mal galéré. Ce soir, on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau Bistro Liberté. Très bonne fin de soirée, je le disais à tous. À très vite, bye bye.